Quand le met au fond. Salut les amis, salut tout le monde, c'est le retour du podcast le moins régulier de France. Et oui, c'est bien Passe ton ballon. Très heureux de vous retrouver pour le 3e épisode de cette saison 3 de votre rendez-vous foot et OM plus tellement hebdomadaire. Et comme à chaque épisode, eh bien, je suis évidemment entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, tel Mark Zuckerberg ou encore Rami Malek dans Mister Robot, est parvenu à rétablir la connexion pour qu'on soit en live ce soir. Et oui, autrement dit, il a juste changé un câble. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous, ravi d'être avec vous. Et non, crois pas, c'était pas aussi simple que ça. Je comprends que tu t'es battu avec ton opérateur internet, parce qu'en fait, moi, fournisseur d'accès. Parce que j'ai pas changé un câble, parce que moi, j'ai dans ma petite maison, j'ai un câble de 50 mètres qui parcourt toute ma maison pour avoir la fibre là où j'enregistre cette émission. Et donc, j'ai passé la journée à enlever l'ancien parce qu'il a été rongé par mon chat. Pour mettre le nouveau, bref, ça a été une journée de travaux. Donc j'ai préféré dire aux gens qu'on n'est pas en live, quitte à ce qu'il y ait une bonne surprise plutôt que l'inverse. Ça fait beaucoup d'explications juste pour un changement de câble quand même. Mais bon. Écoute. Mais en tout cas, on est en live. Le sujet sur non, mais je voulais quand même te rendre hommage parce qu'on était triste de ne pas être en live et de ne pas retrouver tous nos chers auditeurs. Moi, s'il n'y a pas gros nono, j'arrête. C'est ça, ouais, il aurait manqué plein de gens, on aurait été là juste en podcast enregistré, alors c'est bien aussi, mais bon, on est mieux en live quand même, on est mieux. Avec nous également un homme qui n'a aucun respect pour 2 membres de ce podcast, puisqu'il n'a pas hésité à se moquer ouvertement, via un très long thread Twitter, des hommes souffrant de calvitie. Pas bonsoir Merwan. Bonsoir à tous, franchement, je pense que c'est mon meilleur thread. Après, c'est aussi une autocritique. Tu sais qu'il y a des gens que je connais qui t'ont débloqué exprès pour le regarder. Je sais, ils m'ont même refollow, les gens que tu mentionnes. Donc, un bonjour à eux. Je ne sais pas comment ça arrive à leurs oreilles, mais re-bienvenue parmi nous. Mais est-ce que tu peux me raconter rapidement la genèse de ce thread? Comment il est né dans déjà, ton esprit? Il a une obsession pour ça, déjà. Oui, déjà. Franchement, c'est un talent naturel. Je suis né avec ça. Et je suis né aussi. Expliquer la genèse de ce thread, ce serait expliquer la genèse de ma calvitie. Et ce n'est pas forcément un sujet qui me plaît, Mathieu. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait peut-être un peu d'autodérision là-dedans C'est une manière de commencer à accepter. Voilà, l'acceptation, c'est important. C'est important. Et enfin, de retour pour la 25e fois dans ce podcast, mais c'est à chaque fois le même plaisir. Celui qui rêve de voir un Comorien remporter le Ballon d'Or, est-ce que ça arrivera un jour? On l'espère. Azir est avec nous ce soir. Salut Azir. Bonsoir les gars, toujours évidemment un plaisir d'être parmi vous. Comment ça va Azir? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu parmi nous. Je crois que c'était en février. On a regardé Idriss là sur notre petite conversation. Comment ça va Azir? C'est une star maintenant. Ça va, on est là dans notre nouvelle vie francilienne, mais ça va. Et oui, il a quitté le sud, notre cher Azir. Ça va, est-ce que tu le vis bien quand même? Ouais, ça va, professionnellement, c'est une belle expérience, donc ça va, mais on revient très bientôt à Marseille. Ah, ouais, ça, écoute, ça, il parle, mais bon. Il y a Axel Loem qui nous dit sur Twitch comment poster la une de l'équipe. Il revient pour fêter le retour du maestro Yazid Zinedine Azir. Déjà, il faudrait avoir une photo d'Azir. Oui, c'est rare ça. Personne n'a de photo d'Azir. Il y en a une qui a leak pendant le tournoi. Pendant la H-Cup, oui. Elle n'a pas leak, c'est Nono qui l'a publié, c'est pas pareil. Moi, j'appelle ça un lanceur d'alerte. On dit bonsoir à tous ceux qui sont là. Je disais Axel, Grégory, John Davon, Adamant Dadikoul. Enfin, voilà. Vous êtes déjà là, les gars. Merci pour votre fidélité. Est-ce que Grégory B ne serait pas mon entraîneur des gardiens préféré? Grégory Bernard, peut-être. Je pose la question. J'aimerais que ce soit lui qui réponde. Mais voilà. Il répond. Mon copain. Cher Grégory répond. Bonjour à lui. Si c'est toi, oui, bonjour à toi. Installe-toi. Tu es le bienvenu. C'est la famille. Chez lui ici. Tout à fait, comme tout le monde, comme tous nos éditeurs, vous êtes à la maison ici. Et il nous dit que c'est lui, c'est bien ça. Donc, voilà. On est très content que tu sois avec nous. Installe-toi bien et puis profite bien de cette émission, de même que Don Popol. J'adore ce pseudo, à chaque fois il me fait rire. Les amis, au programme aujourd'hui, un focus sur ces dernières semaines à l'OM. On ne s'est pas vu depuis quelques semaines. On va revenir sur ce qui s'est passé depuis un mois et notamment ces 2 belles victoires face au Sporting en Ligue des Champions. On se demandera, messieurs, jusqu'où peut aller cet OM? C'est la thématique principale de ce soir. Et puis on évoquera les 3 grosses semaines de compétition qui restent avant la Coupe du Monde et ce qu'on attend d'ici le 13 novembre et ce dernier match avant la trêve face à Monaco et puis cette Coupe du Monde qui suivra. D'ailleurs, on va en parler un petit peu de la Coupe du Monde
il y aura des petites surprises qui arriveront. Bref, il y a énormément de choses à dire, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 3, épisode 3, c'est parti, Idriss, jingle. Les amis, on va revenir sur ces dernières semaines de compétition. Alors avant, juste un petit aparté, on parlait de Coupe du Monde, on en parlait encore là hors antenne il y a quelques minutes. Il y aura des petites surprises, Idriss. On va préparer des petits trucs sympathiques pour nos auditeurs. On y travaille. On a encore à voir, mais oui, il y aura Passe ton ballon ne s'arrêtera pas pendant la Coupe du Monde. Je pense qu'on aura plus d'émissions pendant la Coupe du Monde que pendant toute la saison. D'ailleurs, on quelles sont ces surprises? Ah, tu vois, Azir, il veut savoir. T'as qu'à arriver à l'heure quand on discute. Non, mais on t'en parlera en rémission, Azir, parce que tu seras amené à en participer à quelques-unes. Mais vas-y, on va en parler. Non, mais oui, voilà, on prépare des petites surprises. Restez dans le coin. Mais d'ailleurs, on s'excuse pour cette inactivité encore pendant un mois. La rentrée est difficile à encaisser. Il y a beaucoup de boulot. Peu de temps accordé au podcast ces dernières semaines, mais promis, on va reprendre le rythme. Promis. J'ai un peu changé de vie pour justement avoir un peu plus de temps à moi, et il s'avère que les 2 premiers mois, j'en ai eu moins que d'habitude. Donc, mais ça va tout rentrer dans l'ordre petit à petit. Toujours comme ça au début. On repassera pas en hebdo, mais on reviendra un peu plus souvent par mois. Hebdo, c'est impossible. Là, je pense que la prochaine émission, ça sera Coupe du Monde. Ça sera d'ici, allez, on va dire 2 semaines, 2-3 semaines. La Coupe du Monde, c'est dans 3 semaines, donc l'objectif sera d'ici 2. Voilà. Et il y aura des petites surprises, vous verrez, ça vous plaira, je pense. Je pense que ça vous plaira. Les gars, on va revenir au sujet principal de ce podcast quand même, parce que c'est l'Olympique de Marseille, c'est ça qui est important. Et ce dernier mois de compétition. Et j'ai envie, vous le savez, mon habitude, de vous poser la question qui fâche, la question à 100 000 € d'entrée comme ça. 2 victoires consécutives en Ligue des Champions, les gars. La première à l'extérieur depuis 11 ans, à Lisbonne. J'ai envie de vous demander, les gars, est-ce qu'on ne serait pas en route pour la 2e étoile? Toujours le sens de la mesure, je vois ça. Mais c'est le fait d'être en hebdo, de pas être en hebdo cette année, on n'a pas fait l'émission l'OM joue-t-il le titre? Alors c'était ma question qui pique dans la précédente émission, je crois. Oui, on l'avait posée vite fait. Ouais. Je crois. Je la pose chaque année, toi. Tu sais, depuis saison, je crois que je l'ai posée. Et depuis on est 4e, je sais pas si t'as remarqué. On a réalisé le meilleur début de saison de ton histoire. T'es derrière Lens et Lorient, qui font de très bonnes saisons, mais bon. D'ailleurs, ça sera l'un des sujets de cette émission. On parlera de ça, du fait que l'OM n'est que 4e. Mais les gars, on s'était quitté après la défaite contre Francfort à domicile, donc on était un petit peu déçus. Depuis, il y a eu 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. J'ai envie de vous demander, les gars, est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette OM version 2022-2023 ? Franchement, oui. Après, je pense que c'est aussi l'objet de cette émission ce soir. C'est finalement, on se demande où est-ce que se situe le plafond. On voit bien que contre le PSG, on a quand même eu un plafond de verre assez décevant. En Ligue des Champions, il y a eu des performances convaincantes contre le Sporting, mais c'est vrai qu'on a aussi une opposition qui était à 10 assez rapidement. Ce qui ne veut pas dire que l'OM ne mérite pas sa victoire, mais ce qui veut dire tout simplement que c'est un peu plus difficile d'étalonner le vrai niveau de l'Olympique de Marseille, où finalement, quand notre plan A est bien muselé par l'adversaire, c'est vrai qu'on a du mal à varier. Et à chaque fois sur les matchs où nos pistons ont été muselés, et finalement, ou dans l'axe, dans les zones axiales, on était un peu invisible quand Tudor aligne Gerson Guendouzi ensemble, derrière l'attaquant qui est souvent Alexis Sanchez. C'est vrai qu'on a un peu plus du mal. Donc sincèrement, très très dur de répondre à la question, Mathieu. Azir, Idriss, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a déjà certaines certitudes ? Est-ce qu'il y a encore certaines interrogations ? Enfin, comment vous situez un petit peu cette OM là depuis un mois, depuis notre dernière émission ? Vas-y, Azir. C'est plutôt encourageant sur certains points. Oui, il y a des certitudes. Il y a des certitudes sur le plan individuel, même sur le plan collectif. Il y a des préceptes qui sont visibles dans cette équipe olympienne, mais après, il y a forcément des axes de progression, des gros axes de progression. Marouane a un peu parlé. Au milieu de terrain, quand on est pris au niveau des pistons, au niveau des côtés, au niveau des ailes, ça devient vite compliqué. Et ça, depuis le début de saison, et même dans les matchs de prépa, on le voyait quand même, des difficultés à combiner à l'intérieur. J'ai l'impression que le staff n'a pas encore trouvé la bonne formule pour être efficace dans toutes les zones du terrain sur le plan offensif. Et dès qu'on est pris, ça devient trop compliqué parce qu'il n'y a pas cette possibilité en fait, de varier et de chercher des joueurs à l'intérieur, puisque au milieu de terrain, notamment le fameux double pivot
Allez, vas-y, on veut t'entendre. De progresser. Tellement j'ai l'impression peut-être que c'est. Je me pose des questions sur moi-même. Je me dis peut-être c'est moi qui fais une fixette sur ce fameux double pivot. Mais Ah non. je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'observateurs, beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille qui parlent de cette difficulté, en tout cas dans l'utilisation du ballon. Il n'y a pas que ça. Mais ça gêne considérablement les progrès de l'OM dans l'utilisation du ballon, c'est clair. C'est un des gros axes de progression pour la suite. Si on veut espérer être sérieux en Ligue 1 jusqu'au bout et pourquoi pas sortir de cette poule en Ligue des Champions, il faut forcément trouver la bonne solution au milieu de terrain. Je connais tellement bien mon Azir que dès qu'il a utilisé le mot double pivot, j'ai souri. Mais c'est pour ça, c'est parce que moi c'est mon ami, c'est mon frère, tout le monde connaît l'amitié que j'ai pour lui. Mais je sais que Azir il est intransigeant sur la qualité technique des joueurs, surtout des professionnels. Et à chaque fois que je commente les matchs au Phocéen et que je vois ce double pivot Roger Vertou, je l'imagine absolument parce qu'on a fait combien de matchs assis l'un à côté de l'autre, Azir, une centaine facile. Donc moi je sais que quand un joueur, même en U17, rate un contrôle, je vois le poing se serrer. Alors imagine ma réaction quand je vois Verretou difficilement prendre possession, contrôle du ballon. Et comme je peux penser à lui, c'est ça me fait rire. Azir énervé, ma personne préférée sur Terre. Est-ce que c'est ça, selon vous, les gars, la principale interrogation autour de cet OM, c'est cette difficulté, notamment au milieu de terrain, à créer des décalages, créer du danger? Est-ce que vous voyez peut-être une autre limite, sinon peut-être qu'il y a autre chose qui vous interrogez? La défense, toi, Les profils, surtout, je pense aujourd'hui qu'on est grandement déficitaire. De toute façon, on en parlait déjà dans la première émission, il me semble. Ouais. C'est les profils derrière, je ne les trouve pas adaptés à une défense à 3, surtout au niveau des joueurs de côté. C'est qu'on sait très bien que Balerdi, c'est pas forcément sa position préférentielle, même s'il fait un gros match contre Paris. Mbemba s'en sort. Il s'en sort même très bien. Voilà, il s'en sort même très bien. C'est pas trop mal. Non, mais je suis sûr qu'il sera encore meilleur dans une défense à 4, mais je suis pas sûr que la défense à 4 aussi. On n'a pas une équipe pour jouer à 4, peu importe, c'est pas le sujet. Mais je trouve qu'on gagnerait à avoir des défenseurs un peu plus mobiles sur les côtés, un peu plus à l'aise sous pression et dans la profondeur surtout. Parce qu'on voit bien que dans les transitions défensives, on est complètement à la rue et que quand il y a une ou deux blessures, on se retrouve vite avec des Samuel Gigot à gauche qui a pourtant fait l'intérim de manière correcte, hein, mais c'est pas les profils idoines en tout cas pour vraiment asseoir quelque chose d'intéressant derrière. J'ai une question. Est-ce que tu penses réellement que c'est une question seulement de profil ou est-ce que tu penses, et moi en fait je n'ai pas de réponse, c'est vraiment je me pose la question, que l'équipe ne progresse pas défensivement? Justement parce que ces problèmes de transition défensive, on les voit depuis même le match de Reims, parce que Reims, on gagne face à une équipe qui est assez faible, mais on a un temps faible en début de match, où on prend vague sur vague, mais on se dit c'est le début, c'est pas et tout, sauf que les problèmes c'est que les vagues, on a continué de les prendre en fait. Si, complètement. Le truc, c'est qu'en fait, défensivement, j'ai l'impression que Tudor n'arrive pas forcément à trouver la formule avec ce qu'il a à disposition, notamment via ce fameux double pivot qui est quand même assez transparent et assez peureux sans ballon, surtout Jordan Verretou, parce que Rongier, je reste persuadé qu'il est hyper responsabilisé dans cette équipe et que ça lui rend pas forcément service. Tu as des pistons qui, offensivement, c'est beaucoup trop un all-in avec ballon. Derrière, c'est compliqué de revenir. Mais tu as quand même des profils qui, je trouve, que sont en termes de niveau, je trouve que Balerdi fait un grand match, mais c'est pas non plus ce qu'on attend d'un titulaire à l'Olympique de Marseille sur le temps long. Gigot, c'est OK. Mais à moyen terme, en tout cas, je pense qu'on doit aspirer à avoir de meilleurs défenseurs derrière, dans le profil et dans le niveau, tu vois. Avec un Bailly à 100%, je pense qu'on se poserait un peu moins de questions. C'est ça le truc. Le problème, c'est que Bailly, quand tu le prends, c'est pour ça on en avait parlé en fin de saison dernière, quand je vous avais donné un peu ce que j'avais sur le mercato à l'époque. Encore, Bailly, je l'avais donné bien avant. Mais parce que ça faisait partie des craintes de l'OM, son instabilité physique, de ne pas pouvoir compter sur lui, parce que sinon le joueur était OK pour venir depuis longtemps. Et c'était le plan B à Saliba, donc... Au moment où Saliba a fait son premier match avec Arsenal et qu'il a été élu homme du match et que Arteta s'est dit ok, c'est bon, il bougera plus. Et que du coup, le clan Saliba n'avait plus moyen de faire pression sur Arsenal pour qu'il puisse partir. L'OM a réactivé la piste Bailly, sauf qu'avant de réactiver la piste Bailly, ils ont activé celle d'Enayer. Ils en ont activé une autre aussi. Et ça a été beaucoup plus compliqué. L'OM a tenté de Denayer cet été. Ouais. Heureusement qu'on je l'avais dit dans la fin de l'émission ou pas? Ah non, je crois pas. Je crois qu'on en avait non, mais tu me l'avais dit en privé. Je crois que je l'avais dit au Phocéen en fait, mais je suis sûr de l'avoir dit en émission. Bref, ça m'étonnerait que je l'ai dit au Phocéen et pas ici, mais bon. Ils avaient activé Denayer, ça s'était pas fait, et du coup, dans la dernière semaine de Mercato, ils se disent vaut mieux avoir un Eric Bailly qu'on va essayer de remettre sur pied grâce
à la Coupe du Monde en novembre-décembre, parce que on sait qu'il aura un mois de vacances pour se solidifier et revenir en janvier si c'est possible, qu'un joueur vraiment moyen, quoi. Parce qu'à la limite, Eric Bailly, on a vu que les matchs où il est là, il est toujours bon. Ah, mais Eric Bailly, il est toujours bon pour moi, depuis qu'il est revenu. Je vais utiliser une image. Pour moi, c'est des pompes en cuir que tu achètes pour un mariage. Tu sais, tu les mets, tu as la classe. Il est Non, mais tu les mets, Elle est t'es content magnifique, parce que celle-ci. tu vois, elle claque, t'as la classe, tu sais, quand tu les mets, t'es Mais le bien. Par lendemain, contre, t'as mal. voilà, et tu les mets pas 2 jours d'affilée parce que sinon t'as des ampoules de fou. Et Eric Bailly, c'est ça. Voilà, là, il a joué 2 matchs d'affilée, il s'est pété. Parce Voilà, que tu vois. le match qui sort à Tottenham, il est sérieux. Là, la mi-temps qui sort contre Paris, elle est d'un niveau. Excellente. Sa première période face au PSG, c'est un truc de fou. La classe. Ah oui, il est excellent. Il est C'est excellent. un truc de Il est fou. excellent. Quand tu le vois jouer, tu te dis que le mec est passé à côté. Il fait partie de ces joueurs qui sont passés Il à est pas côté d'une vieux, hein. carrière. Oui, mais bon, sa carrière, elle est plus Oui, derrière non. lui que devant lui maintenant. Tu vois, Je sais c'est pas, les écoute. blessures qu'il a eu. Ouais, non, en vrai, t'as raison. Mais j'ai envie de rêver. Ouais, mais moi, j'aime. le truc qui est vraiment inquiétant, c'est que ça fait 5 ans en fait qu'il a ce problème-là. Ouais. 5 ans. Ça fait Ouais, pas ouais, 2-3 ouais. ans. Après la fin. Ah, putain, Aujourd'hui, dans sa carrière, ça fait plus longtemps qu'il a ces problèmes-là qu'il a véritablement joué au football. Azir Donc et, c'est la norme en fait. Azir et Mathieu sont plus vieux que Bailly. Putain. Je viens de regarder son âge. Franchement, t'étais pas obligé de le dire. Ça. Azir et Mathieu sont plus vieux que Bailly. incroyable. Mais ouais. Les gars, j'aimerais qu'on se focalise un petit peu sur le temps fort de ces dernières semaines de compétition. C'est cette double confrontation face au Sporting qui s'est très bien passée. On s'y attendait peut-être pas forcément. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que, une question un peu bateau, mais je pense que là, elle mérite d'être posée. Est-ce que c'est pas un déclic, en tout cas en Ligue des Champions, pour cette équipe? C'est quand même une équipe qui est toujours en construction, qui grandit, qui est en pleine croissance. Il y avait peut-être besoin d'une double confrontation comme ça pour chasser un petit peu le mauvais œil en Ligue des Champions. On ne va pas répéter la série, mais est-ce que c'est pas forcément, est-ce que c'est pas un déclic, les gars, selon vous? Dire, qu'est-ce que t'en penses? Forcément, j'enchaîne 2 victoires comme ça face au Sporting, et en plus, même s'il y a des circonstances qui font que ça te facilite le match, mais ça fait partie du jeu. Dans la manière, tu as été dominateur sur l'ensemble des 2 rencontres. Donc forcément, si ça ne donne pas de confiance, si ça ne permet pas de solidifier, on va dire, ce groupe-là, il n'y a plus rien à faire. Donc j'espère en tout cas que ça leur donne beaucoup plus de confiance pour le reste de la saison, notamment en Ligue des Champions. Mais ça accroît des certitudes sur le plan individuel. Je pense à Aminarit, par exemple, qui a été excellent lors des 2 rencontres, ou d'autres, et collectivement, ça a été des performances assez cohérentes. Donc, non, c'est forcément de très bons Et même au-delà de la confiance, tu vois, je pense que chez certains joueurs qui ont vécu déjà la dernière campagne, tu sais, ça leur fait peut-être se dire... t'as Rongier, t'as Balerdi, t'as Gay. Rongier, Balerdi, Gay, Payet. Payet aussi, c'est vrai. Bon, Payet ne joue plus trop, mais bon. Mais tu vois, peut-être, mais même tu vois, même pas forcément chez eux, mais des mecs comme Klose, comme. Non, mais tu sais, ça veut dire. Non, mais moi, ce qui me choque le plus, ça veut dire que depuis 2 ans, il ne reste que 4 joueurs. Oui, déjà, oui. Oui. Longoria, la stabilité. Longoria, c'est un criminel. Oui. Non, mais tu vois, je pense que ces mecs-là se sont dit, bon, on va enfin arrêter de nous parler de cette putain de série de défaites, là. On va pas passer pour des ploucs cette année, on a pris 6 points, on a fait 2 victoires. Inconsciemment, ça les a peut-être libérés, non? Enfin, je sais pas, moi, tu sais que c'est vrai, hein? Non, mais moi Vas-y, je suis trop content parce que tu sais, là, on a cassé toutes les stats en 2 matchs. Le nombre de Bah oui. victoires à l'extérieur, de défaites, de buts marqués dans le jeu, pas dans le C'est jeu, ça, de c'est penalty. C'est bon, voilà, ça y est. Tout ça, c'est derrière nous, c'est regarde, terminé. si c'est un soulagement pour nous, je pense que ça allait pour les Alors, joueurs, aussi au club, tu vois. J'en ai parlé en émission l'année dernière ici, mais on va le rappeler parce qu'il y a toujours des nouveaux qui nous écoutent. C'est pas la pression de la série en elle-même qui était pesante sur les joueurs, c'est tout simplement le poids tout simplement de porter ce maillot. C'est que, surtout quand tu es francophone, c'est que les infos, elles arrivent beaucoup plus vite à tes oreilles. Parce que quand tu allumes la radio, quand tu passes devant la télé ou quoi, les bandeaux des chaînes infos, tu les lis facilement. Alors que quand tu es à l'étranger, un mec comme Gerson, lui, il est complètement étranger à toute polémique, à tout ce qui se dit autour du club, parce qu'il s'en fout, parce que lui, si personne vient lui rapporter, il le sait pas. Ouais. Et du coup, c'est plus l'ambiance autour du club, autour des matchs de Coupe d'Europe. Et je peux vous dire que même avant le retour contre le Sporting, c'était assez tendu. Et non, bref, moi j'allais parler d'autre chose. Mais voilà, c'est pour en avoir parlé avec beaucoup de joueurs, c'est tout simplement, en fait, quand on parle d'héritage, on avait même fait une émission, rappelez-vous, qui s'appelle l'OM a-t-il l'ADN européen?
c'est que porter ce maillot, en Ligue 1, déjà, il fait 10 kilos de plus, mais en Coupe d'Europe, c'est le triple. Ils se savent observer, regarder sous pression. Et puis, un mec comme Payet, il sait qu'en Ligue des Champions, il n'a jamais vraiment brillé et tout. T'avais cette impression que les gens ils se mettaient devant et ils se disaient ah putain on va enfin pouvoir se foutre de la gueule de l'OM encore une fois, mais forcément ça crée un blocage chez les joueurs. Franchement je pense qu'il y avait les deux, parce que moi j'entretiens une théorie personnelle qui est que en fait les clubs français ont le niveau en Coupe d'Europe intrinsèquement, mais qu'il y a quand même pas mal de faillites sur le plan mental, et notamment l'Olympique de Marseille qui sous-performait largement. On va pas me vendre non plus que l'OM est intrinsèquement actuellement, je parle pas en termes de grandeur de club ou quoi, c'est un autre débat, est moins fort que l'Olympiakos par exemple, ou que le Porto qu'on a affronté sous Villas-Boas. Le truc c'est que tu avais cette pression de la série, cette pression des observateurs et des joueurs qui, tu l'as très bien dit Mathieu, qui regardent beaucoup ce qui se dit sur eux. Et moi je trouve qu'à défaut d'avoir été flamboyant, parce que je pense aussi que c'est surtout mentalement en fait qu'on a été présent sur cette double confrontation. Et évidemment que les scénarios sont quand même assez favorables à l'OM. On l'a provoqué, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais même, tu vois, je pense que mentalement, ces résultats sont un peu en trompe-l'œil par rapport aux performances qui ont été, en tout cas contre le Sporting, qui ont été franchement correctes, bonnes, mais pas plus, vont te permettre justement de donner ta pleine mesure en te disant, bah voilà, on a été capable d'eux. Donc maintenant, en fait, on va pouvoir jouer libéré. Et mine de rien, il y a aussi une petite contradiction à cela, c'est que contre Tottenham, moi je trouve qu'on avait déjà le niveau. Mais un des grands acquis aussi de la double confrontation contre le Sporting, c'est, comme l'a dit Azir, c'est Amin Harit. Et pour le coup, je trouve que Tudor était encore hésitant sur le fait de l'aligner. Mais je trouve qu'en fait, derrière, dans les zones axiales, c'est indispensable qu'on ait et Harit et un deuxième joueur de percussion qu'on n'a pas. Et je trouve que cette double confrontation, en tout cas, elle a été... Ouais, bon, on est d'accord, Alexis Sanchez derrière un 9, moi ça me plairait beaucoup. Bamba Dieng. Pourquoi pas, en vrai on n'a que ça, donc on n'a pas le choix de toute façon. C'est pas mal quand même, arrête. Ah non, mais je suis désolé, mais toujours, toujours ta petite pique. Arrête, ça c'est ma technique, de dire je l'aime bien et derrière de le fracasser. Mais mais je l'aime bien, mais au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que tu joues la qualif en Ligue des Champions, tu compares les... 33 buts cette saison. Et il va mettre 33 buts cette saison, il part déjà avec 2 journées de retard, t'inquiète. Mais j'espère, mais bon, moi je trouve en tout cas qu'il y a pas mal de joueurs, et tu vois, moi Balerdi, moi je suis content de ce qu'il fait actuellement. Mais Balerdi, Kolasinac, Pape Gueye, Dieng, pour moi c'est des joueurs, si tu veux espérer qu'ils aient du temps de jeu, il faut qu'ils soient meilleurs que ça, tu vois, intrinsèquement. Et le truc c'est que moi je suis content de voir Bamba Dieng, je suis sûr qu'il peut faire beaucoup de choses à l'OM cette saison, je suis sûr qu'il est revenu avec un autre état d'esprit, mais je me dis que quand même quand tu as un club qui joue la qualification en 8e de finale, bah moi j'aimerais bien qu'on ait un 9 quand même qui envoie. Milik ça n'a pas marché, mais avoir un 9 avec le bon profil et le bon statut, les bonnes performances, un mec qui te plante 20-25 buts par saison, bah ça ferait plaisir. À chaque fois on se pose des questions, est-ce qu'on fait jouer Sanchez qui n'est pas un 9, Suarez qui est un peu un 9 d'appoint qu'on allait chercher à Grenade, même si moi j'aime beaucoup, Dieng qui n'a pas vraiment de saison en pro. Moi, j'aimerais bien qu'on ait quand même une alternative un peu plus solide que ça. Attends, Mathieu, il n'y a que moi qui ai entendu ce qu'il vient de dire là. C'est quoi qui t'a choqué dans ses propos? Attends, il a dit Bamba Dieng, non, on n'a que ça, c'est pas mal et tout. Après, il a dit Luis Suarez, j'aime beaucoup. Non, moi j'aime bien le profil, mais par contre, Luis Suarez a plus de saisons en pro que Bamba Dieng. Bah, c'est bien. Ben voilà. Bah, tu rigoles, mais ça compte. Mais Jean-Michel Lesage aussi, il a plus de saisons en pro que Bamba Dieng, mais je prends Bamba. Jean-Michel Lesage n'est pas dans l'Olympique de Marseille. Oh, c'est une légende, hein, Jean-Michel Lesage, je respecte. Mais bien sûr. Mais je préfère Bamba quand même. Il a fait une partie FM avec moi j'aime bien Bamba. Non, mais moi, on en parlera un peu plus tard des individualités. On pourra s'arrêter sur Suarez si vous voulez, mais moi, j'aimerais bien le voir un peu plus aussi, Suarez. Je trouve qu'il a montré intéressant. Je sais pas. Moi, son utilisation actuelle me va très bien. Moi. Non, pour moi, c'est soit le joueur qui floppe parce que tu lui donnes le temps de jeu qu'il a actuellement, soit c'est un joueur qui, avec de la continuité, peut vraiment faire une saison intéressante. C'est ça, et puis il y a certaines configurations de match où il peut t'apporter une certaine énergie. Alors, je dis. Évidemment qu'il a quand même beaucoup de l'énergie, il apporte de l'énergie. Là, oui, mais tu vois, dans des matchs, c'est utile. C'était quel match qu'il était rentré où on courait derrière le score et il a fait 3 fautes en 5 minutes? C'était pas Ajaccio? Non, Ajaccio, son entrée, elle est cataclysmique. Non, c'est pas Ajaccio, j'ai pas vu Ajaccio. T'as Ajaccio le PSG ou on compare cette saison? Non, c'est pas Ajaccio. Non, mais je crois que c'est Francfort. Francfort, il rate une occasion énorme. Non, mais il rentre, il joue un quart d'heure et à chaque fois, tu sais, il va pour presser sur le défenseur, il le pousse dans le dos, du coup ça fait faute. Et le mec à chaque fois met 2 minutes à se relever parce qu'il mène. Et donc du coup, il a réduit le temps additionnel de 5 à 30 secondes. Si tu me dis, moi je préfère Bamba parce que évidemment on a de l'affection pour un peu plus sur ce joueur et puis je trouve qu'il a quand même des qualités. Mais je rejoins Marwan sur le fait que
je trouve la gestion de Suarez un peu bizarre. Il a quand même fait des entrées intéressantes parfois et il est peu utilisé. Enfin, je sais pas. Je m'interroge. Je pense que ce qui lui fait mal, c'est deux choses, personnellement, que je pense. Parce qu'après, c'est vrai, moi, je suis pas fan du joueur. Après, il aurait mérité à ce qu'on le voit un peu plus. C'est le remplacement de Guendouzi, parce que du coup, ça coupe une place pour un offensif. Ouais, ça enlève une place pour un offensif. Et deuxièmement, c'est la gestion du temps de jeu de Payet et Gerson. C'est que même si Suarez, il est pas mal quand on le voit, ben, quand on doit faire tourner, il passe derrière Payet et Gerson. C'est ça le problème. Il faut donner du temps de jeu à ton cadre et à ton joueur qui a obtenu le statut titulaire l'année dernière et qui est en train petit à petit de le perdre. Donc là, Luis Suarez, là, à part patienter, il n'y a rien pour lui. Je trouve qu'il a fait un match vraiment excellent en pivot contre Tottenham. Oui. Luis Suarez. Excellent, je ne pas jusque-là, mais j'avais bien aimé. Ouais, mais il avait eu un match compliqué, ça en était bien sorti. Moi, je maintiens excellent. Je trouve que sur certaines phases, il arrive en tout cas à bonifier des ballons hyper difficiles, à permettre au bloc de remonter. Et il n'a pas été aidé parce que c'était Guendouzi et Gerson autour de lui. Il n'avait pas eu un arrêt ou un under pour tenir le ballon. Ça, je suis d'accord. Mais tu sais que tu pointes un truc vraiment, hyper vrai, c'est que je trouve que la configuration optimale sur le plan offensif de l'Olympique de Marseille, on l'a vu trop peu de fois cette saison et que Tudor, il me paraît un peu frileux à ce niveau-là. Que quand il fait redescendre Guendouzi, il va mettre Sanchez en pointe et Gerson devant, tu vois, par exemple. Le truc, c'est que moi, j'aimerais bien voir Harit avec un côté Sanchez et devant Suarez. J'aimerais bien voir ça et Guendouzi avec Rongier. Pour le coup, et c'est là où en fait j'en ai voulu à Tudor contre Ajaccio, parce que je trouve qu'il fait un demi-coaching. C'est qu'il reste sur ses certitudes. Il ne va pas, par exemple, tenter un Gerson plus bas ou Guendouzi et du coup avec Harit et comment ça s'appelle et Sanchez derrière un attaquant. J'aimerais bien moi qu'on Depuis leur signature, on rêve, on l'a dit en début de saison dernière, de voir ce double pivot Gerson-Guendouzi, mais tu peux pas parce que Gerson il se salit pas, il se met pas dans la tête que ça peut être un excellent relayeur. Pour lui, c'est un meneur de jeu. Pour lui, il a obtenu le droit de ne rien faire, d'être détaché des tâches défensives, ça veut rien dire. D'être soustrait, de se soustraire des tâches défensives. Pour lui, dans sa tête, c'est comme ça, grâce à sa fin de saison dernière. Mais c'est pas le cas. Tu penses, toi ? Tu penses qu'il mais ça se voit. Mais ça se voit, tu le vois. C'est vraiment le truc qu'on voit en plus beaucoup chez les joueurs brésiliens de si Payet le fait pas, donc rajoutez le joueur que vous voulez. Si lui le fait pas, je le fais pas. Il ira à West Ham, hein. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Alors qu'on l'a vu faire les efforts, on l'a vu récupérer beaucoup de ballons l'année dernière quand il le voulait sur des fins de match où il fallait défendre. Tu le voyais, Gerson, il était partout. Il allait aider à gauche, à droite, devant, au milieu, parce qu'il en est capable. Mais ce double pivot là, Guendouzi, Gerson, avec notre double pivot actuel sur le banc, avec Rongier que tu peux faire entrer soit à la place d'un des deux, soit à droite à la place de Klose parce que Kabore c'est insuffisant. Mais j'en rêve. Mais Gerson ne veut pas se salir. Mais après, mais si sur ce fameux double pivot qui est plébiscité par beaucoup de gens, tu as un Guendouzi quand même qui est capable lui, de se salir le short, entre guillemets, ça compense, on va dire quand même. Oui, mais tu es obligé d'en avoir deux. Il y a tellement d'espace à couvrir pour le milieu de terrain que tu es obligé d'en avoir deux tu es obligé d'avoir deux mecs à 10 km. Tu peux parcourir dans le match. Les 10 km de Guendouzi, il les passe pas à harceler le porteur, hein, je suis désolé. Oui, ça c'est vrai. Moins en ce moment. Mais il court souvent à côté. Hein. C'est peut-être aussi pour ça que Tudor l'installe pas forcément. Hein. Pour moi, Rongier, il est indéboulonnable parce que, à part lui, tu n'as pas vraiment de joueur besogneux dans ton effectif. Verretou, c'est un caniche. Guendouzi, c'est un mec qui court beaucoup, mais pas forcément à côté du porteur adverse. Gerson, c'est quand il veut. Bon, je pense aussi que tu as un problème de profil aussi au milieu de terrain. Et malheureusement, rappelle-toi, tu l'avais dit, je te le rends, pour l'arrivée de Verretou. C'est que c'était pas mais le truc, c'est que moi, en tout cas, je défendais un peu cette signature parce que je me disais qu'on avait des gens compétents au club. Et je me disais, non, mais s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils veulent peut-être l'utiliser comme ci, comme ça, comme ça. Et force est de constater depuis son arrivée qu'il est utilisé à contre-nature. Mais on fait ça, il y a de ça à toutes les lignes. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que moi, cette émission, je la trouve intéressante parce que jusqu'où peut aller cet OM avec des joueurs qui sont quand même utilisés à contre-nature, à contre-emploi. Tu prends devant, je suis désolé, Alexis Sanchez, c'est très bien en neuf. Hein. On l'entoure mal et on voit que c'est pas un neuf pur. Il n'arrive pas à doser ses appels. Il fait tout le temps des appels. Alors que des fois, c'est pas le jeu. Évidemment, il est pas forcément toujours servi. Il a jamais été aussi fort, en tout cas quand c'est le point central de son attaque. Parce qu'au Barça et à l'Inter, il a été le porteur d'eau un peu, soit de Lukaku, de Lautaro à l'Inter, soit de Messi
Suarez, pardon, au Barça. C'est à Arsenal et au Chili où on a peut-être vu individuellement le meilleur Alexis Sanchez. Et c'est parce qu'il avait autour de lui Giroud et surtout le bourricot en chef, Eduardo Vargas. Et en fait, des mecs qui font le sale boulot pour le libérer, pour le laisser jouer. Des decoys, comme on dit dans Call of Duty. Et rappelle-toi à Mathieu, c'est quand il a fait des caprices pour jouer en pointe à la place de Giroud qu'il a perdu du coup ce côté indispensable à Alexis Sanchez à Arsenal. Exactement. Et puis il va à Manchester ensuite pour jouer en pointe aussi et ça se passe très mal. Donc, Manchester, ça c'est de l'emploi fictif ça. L'échange le plus pourri de l'histoire du foot. Mkhitaryan, Alexis Sanchez, il n'y en a aucun qui a gagné dans le lot. J'en ai un autre, moi. C'est d'un tout autre calibre. Vas-y, on voit. Mais c'est l'échange entre Brest et Montpellier de Dalloglio et Derzakarian. Ah oui, il allait la chercher, ils là. ont perdu les deux aussi. Non, mais complètement, je trouve qu'Alexis Sanchez, pour le coup, je pense qu'on va le perdre et que soit lui va s'agacer au bout d'un moment. En fait, pour revenir sur le propos, c'est qu'à toutes les lignes, tu peux dire ça. Derrière, on n'a pas exactement les profils qu'il faut, que ce soit en termes de qualité ou de quantité. Au milieu de terrain, à côté de Rongier, tu n'as pas forcément le profil qu'il faut. Verretou, je n'arrive pas à lui voir des qualités, sincèrement, cette saison. Et devant, derrière le 9, Suarez ou Dieng, qu'on ne fait pas forcément jouer tout le temps, soit on met Sanchez qui n'est pas forcément adapté, soit derrière on a Under qui n'est pas complètement adapté, contrairement à ce que certains ont pu dire. Et derrière, tu n'as pas forcément d'alternative. Tes alternatives, c'est Gerson qui n'est pas forcément adapté, ou Guendouzi qui n'est pas non plus forcément adapté. Donc moi, j'ai peur. Il y a John Davon qui nous dit là, il a sorti un échange. Franco Tongi à Marley Ake, l'échange, les gars. Non, je crois que tu parlais de Zlatan Eto'o. Il y en a un qui gagne le triplé derrière. Oui. Zlatan Eto'o, c'est que dans un sens que ça. Dans l'autre sens. On a déjà fait des échanges à l'OM pour l'équipe première, Benoît Chirou, toi, Fuluma Oulida, en 2007. Là, on a gagné, du coup. Ah oui, là, on a bien gagné. Il y a une donnée importante, là, les gars, on parlait de Gerson et c'est Boubacar Camarade. Oui, mon copain. J'adore notre communauté parce qu'il y a plein de. C'est incroyable. C'est un pilier de la commu du Phocéen qu'on a rencontré avec l'équipe lors d'une rencontre abonnée qu'on a organisée au Phocéen. Et c'est un bon Boubacar Camarade. Eh bien, Boubacar Camarade, il nous dit le comportement de Gerson, ça rend fou. Et c'est vrai que là, on parle terrain, les gars, et c'est très intéressant, mais il y a aussi l'attitude hors terrain de Gerson qui est. Ah, mais Mathieu, je vous le dis personnellement, moi, je suis très déçu. Je suis très C'est-à-dire, quand vous parlez de l'attitude hors terrain, vous avez des exemples en tête Non, il parle hors jeu. Je supporte pas hors du terrain, hors jeu. Je ne supporte pas de le voir déjà réaliser 60 minutes pourries pendant 2-3 matchs d'affilée. Donc, il se fait remplacer assez logiquement parce qu'il faut du coaching et parce que de toute façon, il n'est pas bon. Et il râle. Et il traîne les pieds, et il sort en marchant, et il fait tout pour qu'on voit qu'il râle, il monte son spleen sur le banc, il fait la tête. Tu sais comment on appelle ça, Mathieu ? Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve, ça. On appelle ça le syndrome du personnage principal. C'est que c'est des joueurs, et c'est pas le seul, c'est vraiment hyper répandu. Tu sens qu'il a fait Sciences Po, lui. Oh là là. Tu sais, voilà, je le sens, c'est pas le par là. Mais non, le pire, c'est que ça vient pas du tout des sciences politiques. Le pire, c'est que c'est hyper actuel et que c'est hyper répandu dans le circuit foot. C'est des joueurs qui pensent être le centre de tout et qui, en fait, comparent absolument tout ce qui se passe autour d'eux à eux. En fait, quand ils pensent sur le terrain, ils pensent que tout le monde les regarde, que eux, en fait, c'est la star du terrain et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes obligations et qu'en fait, que tout autour d'eux, ce sont des faire-valoir. Ça s'appelle la carrière de Dimitri Payet, ça. Voilà, mais on peut en citer d'autres, il y en a énormément d'autres. Ah oui. Gerson, c'est le cas, tu regardes, tu vois sur des actions, quand il loupe un ballon, il va avoir la réaction, comme si tout le monde te regarde, il va regarder son pied, il va regarder à côté, il va faire une moue qui n'est absolument pas naturelle. Son replacement, c'est pas forcément ça, il met du temps à démarrer. T'as Harit qui a eu un petit peu ça aussi contre le Sporting. Contre le PSG, là, tu sais, quand il prend l'information. Avant de prendre le but, la perte de balle, là, oui, mais voilà. Il prend mal l'information, du coup, pour se retourner. Il en prend une, il en prend pas deux, il voit pas Verratti derrière, et en fait, il se regardait faire le show, tu vois. Et malheureusement, je trouve que c'est des joueurs qui cassent la dynamique collective à cause de ces comportements-là. Et forcément, du coup, ça se voit. Et moi, je sais que Gerson, j'aimais beaucoup, vous le saviez, je disais toujours 25 millions, c'est pas assez. Mais là, pour le coup, tu vas voir cet hiver, tu vas voir cet hiver, ce sera trop. Il va finir à Séville. Mais c'est écrit, les gars, qu'il va aller à Séville. Je vois pas Séville nous donner 25, voire même 30 millions pour lui. Hein. Ouais, par contre, je vois bien notre ami Sampaoli faire son caprice à Monchi. Hein. Je vois très bien Monchi lui dire d'aller se faire foutre. Hein. Non. Vas-y, t'en penses quoi, toi, de Gerson ?
de Gerson. Ouais. Ah, j'aime beaucoup, moi. Non, mais bien sûr, on aime tous beaucoup, mais cette saison, c'est différent, tu vois ce que je veux dire? Ah, cette saison, il est clairement. Enfin, j'ai pas l'impression, en fait, que le staff lui fait confiance, tout simplement. Hein. Ah, tu penses? En tout cas, par rapport à son temps de jeu, ça semble assez évident quand même que on trouve. Après, à ce stade de la saison, en tout cas, ça donne cette impression-là de l'extérieur. J'ai pas d'infos particulières, mais que le staff, en tout cas, ne fait pas en sorte de lui trouver le positionnement idéal pour qu'il puisse s'épanouir, alors qu'il sort d'une fin de saison en trombe où il a permis à l'OM, il fait partie des acteurs majeurs de la qualification en Champions League. Mais là, j'ai Mais l'impression t'expliques ça ça comment? tâtonne, en fait. T'expliques ça comment? Parce que moi, je me dis que il voit que c'est pas forcément le type qui est adapté en termes de rythme par rapport à ce que veut Tudor. Tu vois, moi, je l'explique comme ça. Toi, tu l'expliques comment? Moi, je sais pas. Moi, je l'expliquais comme ça aussi en termes d'attitude par rapport à ce que veut proposer Tudor avec beaucoup de verticalité, enfin beaucoup de rythme en tout cas dans le pressing notamment. Peut-être qu'ils estiment que l'attitude défensive qu'il a, ben, elle est pas à la hauteur de ce que l'équipe veut proposer, ce que le staff veut proposer. Mais après, je trouve ça malheureux puisque techniquement, justement, lui, il fait partie de ces joueurs-là, même si vous avez parlé des problèmes de profil par rapport à la constitution de cet effectif. Mais Gerson, il fait quand même partie de ces joueurs-là qui va te permettre de fluidifier, même dans l'axe, à l'intérieur du jeu, va permettre de combiner, d'orienter, quand ça fixe d'un côté, de pouvoir être. Ah, on a perdu Azir. Azir, Ah non, mais Voilà. pour le coup, j'étais d'accord avec lui. Moi, je buvais ses paroles. Pardon, je suis de retour, pardon. Allez, pardon. voilà. Ouais. Et Non, ouais, non, toi c'est aussi, ça, tu je te suis fais en train de dire désirer qu'il a, là. il a la patte. Gerson, il a cette patte pour apporter de la variété dans cette équipe et qu'il en manque un peu trop souvent. Donc c'est dommage un peu qu'il soit, pour l'instant en tout cas, pas complètement intégré à la méthodologie Tudor. Il a un pied gauche quand même qui a pas beaucoup d'égal dans ce championnat. Hein. Ah non, mais techniquement, Non, mais je te parle même pas techniquement, juste le pied. La forme du pied. Non, non, mais tu sais, toujours la justesse de ses passes, même sa frappe à 20-25 mètres, et il est toujours dangereux. Non, c'est un joueur. Il a une très belle Il faut patte. qu'il apprenne à se salir, c'est tout. ouais, je pense qu'il apprendra jamais, Ah, malheureusement. mais moi, je pense qu'il veut pas parce que je pense je pense qu'il s'estime au-dessus de ça. Oui, Et mais moi, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour lui, il se considère au-dessus de ça. mais tu vois son père, comment il se comporte? Ah, mais son père, franchement, tu mets lui, le père de Belaïli, dans une pièce, il y a moyen qu'on rigole. Hein. Waouh! Mais tu sais que moi, ce qui me fait rire, c'est que dès qu'il y a une rumeur sur Gerson, immédiatement dans la presse, que ce soit en France via SportMed TV Tout le monde a son ou, numéro. ou au Brésil, bah, allez, c'est démenti. C'est démenti sur son entourage du joueur. Et vous avez vu ces snaps ou pas? Comment c'est un cinglé? Ah là, je regarde pas. On dirait Non, Radoudou 13, son père. Et là, il crie. Il est là, il crie. Et je sais pas ce qu'il dit. Ah bon, non, il était devant le vélodrome et tout. Ah, le frère de Complètement Marquinhos, quoi, le même. fou. Et complètement fou. Et en fait, je me dis que si ce mec-là est autour de Gerson, il a cette latitude qui lui dit voilà, Gerson, t'es génial, etc., etc. De toute façon, t'es trop fort, ils te comprennent pas, etc. Je suis pas sûr que derrière Gerson soit prêt à s'intégrer dans une logique collective. Et pour moi, en fait, ce faisceau d'indices, l'attitude de Gerson, son entourage, puis même son profil, je me dis que, allez, si cet hiver il part, c'est pas déconnant, et je pense que Longoria et Tudor le savent peut-être aussi. Ah, Mais- vous pensez que Ah oui, dès cet hiver, il va quitter l'Olympique de Mais Marseille? il y aura des mouvements cet hiver, les gars, je vous le dis de suite. Hein. Ouais, je pense que la pression économique sur le club, elle est extrêmement Il y aura forte. beaucoup de mouvements cet hiver à l'OM. Enfin, beaucoup, non, t'auras pas comme cet été, mais t'auras facile, allez, 3-4 départs et autant d'arrivées. Hein. Moi, je pense vraiment. Hein. Gerson, ça peut dégager. Balerdi, ça peut dégager. Faites attention à Under aussi. Ah. À Harit, on n'est pas à l'abri d'une grosse offre qui arrive. Gendouzi, pareil. Là, aujourd'hui, le premier qui arrive avec une offre au-dessus de 20 millions pour un joueur de l'OM, ça part. Hein. Bah, c'est ça le truc, c'est que on en parlera ensuite avec tout ce volet extra-sportif et ses dirigeants menacés. C'est que la pression économique, elle est extrêmement forte sur l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et je pense que si on réfléchit à externaliser des actions toutes bêtes comme la communication du club, on l'a vu avec ce qui est sorti dans l'équipe, je suis pas sûr qu'on fasse de sentiments. Et sincèrement, je pense que Gerson est dans un état d'esprit où finalement il est content d'être là, mais il serait pas non plus mécontent d'être ailleurs. Ah non, Donc, mais lui il a dès le début, qui fait qu'il ait perdu un peu sa place, il a déjà dit autour de lui qu'il voulait partir. Et je crois, là pour le coup c'est pas une info, mais je crois par déduction de ce qui se dit un peu autour du club qu'il aurait déjà un accord avec Pablo sur un certain montant, une certaine destination. Sans parler forcément de Séville, hein, mais En Espagne? apparemment ça parle déjà pour lui, je sais pas.
Très clairement, je sais pas. Apparemment, voilà, ils sont pas. Et Longoria va pas apprendre début janvier que Gerson veut partir, quoi. Ça a déjà été discuté, ça a déjà été anticipé, et ça m'étonnerait pas que le remplaçant soit déjà trouvé et ciblé. C'est vraiment dommage. Quand tu as une telle attitude sur terrain et C'est pas anodin. c'est que tu sais que tu peux partir demain, c'est pas grave, t'as pas forcément grand chose à perdre. Tu vois. Donc, tu vois, pour moi, ça revêt un certain manque d'intelligence, ça, de te dire, je perds ma place, je veux partir. Voilà, j'ai fait la tête du personnage principal. Ben regarde, pour moi, de toute façon, pour moi, je considère que tu n'es pas un bon joueur du moment où, même si tu es doué balle au prix, tu n'es pas intelligent. C'est le genre de critère qui te fait descendre dans un top 30, hein, ça. Parce que Gerson, la saison qu'il fait la saison dernière, il y a un côté un peu personnel, tu vois, il a réussi nulle part à part chez nous, il arrive à 25 ans en Europe et il explose un peu sur cette fin de saison après toute une première partie où on se demande quel est son poste. C'est le genre de profil qui pourrait bien le faire placer. Et puis cette deuxième saison où, comme tu dis, il se déconnecte, l'attitude, tu vois que ça va pas. En Ligue des Champions, il y a deux prestations. Il a pas fait sa célébration, Idrissi, tu vois. Déjà, la Vapo, je la vis très mal. Moi, je l'ai pas vu depuis le mois de septembre. Le Vapo. Ah ouais, moi j'aime bien. Jamais il le fait, c'est une fada. Là, il a fait comme Saint-Etienne, c'est tout. En début de saison dernière. Il a fait pour sa célébration devant le virage sud et j'ai jamais eu une photo de. Putain, c'est horrible, hein. C'est vraiment. mais vous rigolez, hein. Non, mais je suis juste un truc. Moi, à chaque fois que je suis au Phocéen, on a un truc avec les gens au Phocéen, c'est dès qu'ils marquent, on guette la caméra comme ça. Et on attend. On attend. Et même quand il marque là contre Angers, je crois. C'est Angers qui marque. Ouais, il est blasé. Il est blasé, il fait la tronche. Ouais. C'est bon. Oui, oui. C'est bon là. Oh, t'es footballeur. C'est à lui. Balotelli à Nice, tu vois, t'as l'impression un peu. Ouais, c'est ça. Il y a un point important souligné par l'un des fidèles, Yanis, qu'on salue, qui nous dit: salut à tous, Paqueta potentiellement blessé pour la Coupe du Monde, c'est peut-être notre chance pour retomber sur nos pattes financièrement si Gerson joue. C'est vrai qu'il était un petit peu boycotté par Tite de la liste. Mais là, c'est depuis que... Parce qu'en fait, avec le Covid, les restrictions en Grande-Bretagne, les joueurs qui jouent en Première Ligue ne pouvaient pas aller en sélection. Donc tu avais plusieurs spots de libre et ça a permis à Gerson d'être appelé, mais dès que les restrictions ont été levées, il n'a plus été appelé. Il n'a plus été appelé cette fois. C'est vrai. Après, voilà, avec les blessures, il peut se passer beaucoup de choses en 3 semaines, mais vu qu'il joue plus beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont passés devant lui? Je pose la question, j'en sais rien. Tu dois avoir des milieux complètement lambda du championnat brésilien. Ou je sais pas, parce que là, moi, là au-dessus de ma tête, là, au moment où on se parle, il y a Fulham Aston Villa, je vois Andreas Pereira faire un début de match incroyable. Je suis en train de me dire, peut-être que Cheat, il regarde un peu le début de saison et que... En tout cas, moi, entre Andreas Pereira et Gerson... Des Douglas Luiz, des mecs comme ça. Ah, Douglas Luiz. Tu fais très bien de parler de Douglas Luiz. Est-ce que tu sais ce que Douglas Luiz a fait lors de l'été 2019? Quoi? Non, je te pose la question. Ma réponse, il faut que tu répondes non. Pourquoi je le saurais? Parce qu'il a gagné le tournoi Maurice Révélo 2019 avec le Brésil en étant élu, et il a été élu meilleur joueur. Il a été élu meilleur joueur et Azir, je sais que tu confirmeras, il avait été incroyable. Il avait été comme toute l'équipe du Brésil. Hein. Il y avait un ailier qui était pas trop mal. Un tonton au milieu de terrain. Il joue en marchand. Tu imagines Anthony, il était au bagne et tout. Mais c'est ce qu'on se disait. C'est ce qu'on se disait avec Elias quand pendant le tournoi, on était au stade Jules Ladoumègue à Vitrolles. Et voilà, le tournoi a son charme et sa simplicité, et ce qui fait que les bancs sont petits parce que c'est des bancs de district, quoi, normalement. Et là, donc, tu as des bancs un peu de l'école, quoi, sans dossier. Et on était avec Elias et on regardait le banc de l'équipe de France et on se disait, putain, tu te rends compte, lui, dans 2-3 ans, il est à l'Inter, lui, il est à Arsenal. Et avec Elias, on se disait, mais il y a 2 ans, il y avait Anthony, là. Et là, le mec, il va partir pour 100 millions à Manchester. Anthony, il était au stade Jules Ladoumègue de Vitrolles, qui est un stade de départemental 3. Ah oui. oui. Donc voilà, des histoires comme ça, le tournoi peut nous offrir. Les gars, il y a un nom qu'on n'a pas trop prononcé. C'est normal. Et pourtant, il était très très important la saison dernière. C'est celui de Cengiz, les gars, qui lui aussi est totalement déclassé. Je crois que tu parlais de Payet. Non, Payet, on m'en parlait aussi un petit peu après, parce que le ticket Payet-Gerson va souvent ensemble et on a passé quelques minutes sur Gerson, on va parler de Payet aussi. Mais j'aimerais qu'on s'attarde quelques secondes sur Cengiz, les gars, qui lui aussi ne joue plus trop. On le voit à peine rentrer 20 minutes par-ci par-là. Est-ce qu'il faut le relancer? Qu'est-ce que vous pensez de sa situation, les gars? Moi, ça m'étonne pas trop. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup Cengiz. Je suis dégoûté qu'il ait plus forcément sa place. Mais sportivement, c'est un joueur monoregistre qui a un peu de mal dans cette position un peu axiale à varier son jeu. C'est que si c'est pas un joueur qui va faire semblant t'emmener vers la droite pour revenir dans l'axe, alors tout le monde le sait, hein, évidemment, ça marche parce qu'il est extrêmement fort dans ce domaine-là. Mais le truc, c'est que quand il faut faire autre chose,
Il arrive à s'en sortir, mais c'est pas non plus incroyable et sa plus-value par rapport à d'autres, c'est pas forcément fou. Le truc, c'est que quand même, je trouve que par ses déplacements, notamment dans la profondeur, il t'amène de l'incertitude. On a vu, je ne sais pas si c'est pas contre Angers, si je dis pas de bêtises, ou Auxerre, je crois que c'est contre Auxerre, ou avec Harit et Suarez et Sanchez devant, ils sont vraiment extrêmement performants. Donc malheureusement, je trouve qu'il est beaucoup trop stéréotypé pour être une solution satisfaisante. Et je pense que si on avait recruté Malinowski, qu'on avait bazardé Under, ça n'aurait pas été une mauvaise opération. Mais il symbolise aussi ces manques en fait, qu'on a derrière ce double pivot derrière l'attaquant. C'est qu'il nous faut des joueurs de percussion capables à la fois de jouer entre les lignes et dans la profondeur. Et lui est capable uniquement de jouer dans la profondeur. Et quand il joue entre les lignes, il est hyper stéréotypé. Donc ça ne m'étonne pas trop, malheureusement, je l'aime beaucoup. J'ai une théorie, moi, sur Under. C'est pourquoi à chaque fois que je le vois dans l'11 de départ, je suis content. Déjà, c'est parce que c'est un joueur frisson. Mais parce que, et que j'aime bien les dribbleurs. Mais c'est en fait, Under, il faut accepter que c'est un joueur 80-20. Que c'est un joueur qui, 80% du temps, va te donner envie de l'étriper. Qui va disparaître d'un match, qui va tout le temps faire la même chose, qui, alors qu'il aura 2 solutions, va vouloir s'entêter dans le dribble de trop. Mais par contre, le jour où il est dans son 20%, ben, il va te faire gagner le match à lui tout seul, comme il l'a fait plusieurs fois l'année dernière. Et le truc, c'est que cette saison, ben, on l'a pas vu une seule fois, ce Under-là. Donc ma théorie, elle tient plus trop, mais je l'avais défendu très souvent l'année dernière, c'est qu'il faut accepter qu'un joueur comme Under, si on veut qu'il soit performant, ben, il faut accepter et il faut passer ces moments où il est mauvais. Il faut accepter le déchet. Parce que c'est un joueur qui, comme l'a dit Merwan, il ne sait faire qu'une seule chose. Il ne sait faire qu'une seule chose. Donc, cette chose-là, elle peut te faire gagner des matchs. Après, voilà, le problème, c'est que Thauvin aussi était le même joueur, mais Thauvin, il pouvait faire des passes décisives, ce que Cheney Under ne fait pas trop. Et surtout, Thauvin, on avait des attentes bien différentes avec Thauvin qu'avec Under, ce qui fait que Under, on l'aime bien et que l'autre, il nous a vite fatigués. Après, Under, il s'est débordé contrairement à Thauvin. Attention. Hein. Oui, c'est un joueur un peu plus frisson. Ah oui, bah, il est un peu. Non, mais il est un peu plus dans le dribble. Oh, je sais pas, en vrai. Ah, Thauvin, quand même, 2016-2018, c'est sérieux quand même. Mais bon, bref, on n'est pas là pour faire ça. C'est vrai. Mais bon, bref. Voilà, il faut accepter son déchet. Il faut accepter que 80% du temps, il sera mauvais. Et qu'on sera là à la fin des matchs à lui dire qu'est-ce qu'on pense du match d'Under. Ben, on l'a pas vu, à tout ce qu'il a essayé, il a raté. Ouais, mais le reste, les fois où il est dispo, il est incroyable. Je sens qu'il est dégoûté là, non ? Moi, je sens qu'il est dégoûté. Ouais, bah, il a perdu sa place au profit de Guendouzi. Lui, au contraire de Gerson qui semble déconnecté, lui, tu le sens triste. Ouais. Tu le sens. Le sens il se donne quand il rentre. Ouais. Psychologue. Le comportement, du langage corporel des joueurs. Non, mais déjà, il a mal pris. J'accorde beaucoup d'importance au langage corporel des joueurs. Je trouve qu'on n'observe pas assez, tu vois. Mais déjà, tu sais qu'il a. Regarde avec la photo que t'as mis, Idriss, là, sur le live, tu vois, il fait la tronche. Ouais, c'est parce que je savais que j'en allais parler un peu de lui dans ce sens-là. Mais il a mal pris l'enchaînement, parce que là, pour le coup, il était très au courant. Rumeur d'échange avec Malinowski, signe à l'Atalanta, s'il te plaît, fais vite, frérot, parce que voilà. Et 2 jours après, il sort à 10 minutes après son entrée contre Nantes. L'enchaînement des deux, mentalement, il s'est dit qu'est-ce qu'on fait quelle est ma place dans cette équipe, tu vois. En prépa, il a fait jouer piston. Ouais, tu vois, il y a eu un enchaînement là, tout le mois d'août, de qu'est-ce qui se passe réellement autour de moi, tu vois. Il a repris un peu confiance, notamment quand il a commencé à jouer avec Harit et Sanchez à 3 et après ce match contre Lille. Mais derrière, il voit que lors de tous les gros matchs, il est mis sur le côté au profit de Guendouzi. Et pourtant, gros respect, parce qu'il essaye. Tu sens qu'il se contient. Mais parce que c'est pas un joueur, au contraire de Gerson, c'est pas un joueur qui se voit plus beau que ce qu'il est. Pardon. Je pense que lui, il est très conscient de sa place et de son talent, parce que lui, pour le coup, les échecs qu'il a mangés, alors que Gerson, tu vois, quand il est rentré au Brésil, accueilli au pays comme une star, meilleur joueur du championnat, tout ça, ben lui, le fait est que la Roma le dégage à Leicester, que Leicester au final le prenne un an, puis au final disent à la Roma, non, mais c'est bon, gardez-le, on va pas le garder. La Roma lui dit, non, mais tu sais quoi, va l'OM, c'est bien, parce que nous, on ne te veut plus ici. Ben, il est en train de se dire, si l'OM me dégage aussi, il va peut-être falloir que je confirme à un moment donné, tu vois. Mais tu sais quelle est là ma frustration avec la constitution de cet effectif, avec ce changement Sampaoli, Tudor. Je suis très content que Tudor soit là, c'est pas le souci. C'est que le problème, c'est que ça arrive à un moment donné, on avait un effectif qui était préparé pour jouer d'une autre manière. Et le truc, c'est que tu te retrouves avec des joueurs qui, moi, je trouve que c'est un excellent joueur. Under, j'ai aucun souci avec lui, je l'aime beaucoup. Mais du coup, tu vas le sous-utiliser et à la fois, tu vas porter préjudice à ton effectif parce que tu vas te taper des joueurs en fait qui vont traîner leur spleen.
Et à la fin, en fait, tu vas porter préjudice à ces joueurs-là qui ont vraiment donné beaucoup de choses à l'OM la saison dernière, et lui en particulier. Et derrière, en fait, tu te les retrouves sur les bras avec des joueurs qui sont un peu difformes dans ta manière de jouer. Et du coup, tu vas encore perdre du temps parce que tu vas devoir chercher d'autres joueurs. Sauf qu'entre-temps, tu ne sais pas si Tudor sera toujours là à moyen terme. Et derrière, en fait, tu te retrouves avec une planification sportive qui est moyenne. Et moi, ça m'embête. Parce que, à la fois, actuellement, Under, c'est quand même l'une des seules alternatives en sortie de banc. Pour être une solution satisfaisante, pour varier le jeu, du moins, par rapport au double pivot derrière notre neuf. À chaque fois que ça ronronne et que je vois rentrer Under, je me dis ah. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a que lui. Ouais, mais c'est ça le truc. Parce que je sais qu'autour, c'est Luis Suarez ou c'est Payet. Et Payet, tu sais jamais quel est le Payet qui va rentrer. Donc je me dis, Under, au moins, je sais qu'il va essayer et qu'à un moment donné, il y aura un frisson, un dribble, une frappe où je vais frissonner, quoi. C'est ça le truc. Mais de toute façon, on manque de profondeur et de bon profil derrière l'attaquant. C'est vraiment dommage. En fait, j'ai l'impression qu'on est un peu difforme de partout. Mais bon. C'est d'autant plus malheureux puisque c'est un joueur, notamment lui, que tu as su valoriser la saison dernière. Et tu te retrouves l'année d'après, tu as l'impression que tu passes de 100 à 0, d'un opposé à l'autre. En plus, moi, même si c'est vrai que c'est un joueur qui a un profil quand même spécifique, mais j'avais quand même un léger espoir. Je me disais, bon, peut-être que même avec ce repositionnement dans l'axe, il va quand même réussir à se mettre en valeur, à étoffer son registre, mais bon. Malheureusement, c'est pas le cas. Et lui, au moins, donne la sensation d'essayer de se battre, contrairement à Gerson dont on parlait il y a quelques minutes. Les gars, puisqu'on est dans la revue d'effectifs, là, on va s'attarder un petit peu parce que là, on a beaucoup parlé de négativement de certains joueurs, mais il y a quand même beaucoup de choses positives. Et j'ai envie de lancer un nom là, qui est passé 2-3 fois là, dans l'émission depuis le début. J'ai envie qu'on parle de Balerdi, messieurs. Est-ce que c'est pas enfin la progression qu'on attendait là sur ce dernier mois, les gars Et j'ai envie de t'entendre Merwan notamment sur Balerdi qui sort quand même de quelques bons matchs. Azir, t'es là pour le charbon, Azir, arrête. T'es là pour te frotter les mains en m'écoutant, là, je te connais. Non. Alors déjà très content de son dernier match contre Paris. Moi, j'ai rien à redire là-dessus. Hein. C'était certes un début de match un peu inhibé. Mais au bout de 20 minutes, c'était parti. C'est vrai qu'on avait un côté gauche Tavares-Balerdi qui en début de match et c'était assez compliqué dans les intentions. Mais pour le coup, je trouve qu'il a fait un match vraiment excellent. Derrière, bon, certes, toujours un peu à l'arrache les interventions, mais il a été extrêmement juste, extrêmement propre. Et je trouve pour moi, c'est son meilleur match que j'ai vu à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Après, moi, j'essaie toujours de prendre un peu de hauteur quand j'analyse et je trouve quand même que non. Depuis un mois, il n'est pas aussi bon qu'on le pense, je suis désolé. Contre le Sporting, quand on se prend le but de Trincao au début du match, il fait partie des responsables, entre autres. Je trouve qu'il recule beaucoup. Je trouve aussi que, par exemple, sur des matchs qu'on a trouvé exceptionnels contre Nice et contre Angers, il y a eu 0 opposition. Il n'a pas été. Et le truc, en fait, c'est que je trouve qu'il y a un prisme. Il y a un prisme qui est assez malhonnête, c'est qu'il n'y a jamais d'entre-deux quand on analyse Balerdi. Et on m'a souvent. De toute façon, maintenant, je peux être complètement libéré parce que, quoi que je dise, de toute façon, je suis pris pour un hater, donc j'ai pas de souci avec ça. C'est qu'il n'y a jamais d'entre-deux et quand en fait il fait pas une bourde, les gens disent qu'il est excellent et quand il en fait une, ils disent que c'est terminé. Contre Rennes, il est moyen. Contre Rennes, il est moyen. Après, il fait son match, quoi, mais sans plus ni moins. Tu vois. Moi, je trouve qu'il y a quand même des erreurs techniques qui sont assez gênantes. Il y a beaucoup de reculs qui sont. Enfin, je trouve qu'il recule énormément et qu'il met en danger la défense. Il met du temps à intervenir. Que tu sais jamais s'il va faire penalty ou s'il va faire une intervention propre. Je pense notamment à l'intervention sur Mbappé où il fait franchement, tu sais, où avec sa jambe arrière, je sais plus si c'est à gauche ou droite, il laisse traîner la jambe et il arrive à le contrer. Ouais, c'est toujours un petit peu à l'arrache, tu vois. Bon, c'est passé, j'en étais très content, il a fait un grand match. Mais le truc, c'est que moi, ça m'embête qu'aujourd'hui on débatte de Balerdi comme un potentiel titulaire, alors qu'il a quand même prouvé jusque-là que c'était un élément irrégulier, malheureusement. Je suis le premier à le déplorer, j'aimerais bien que ce soit un élément fiable et dire qu'il est excellent, mais c'est pas le cas. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de prestations neutres sur le dernier mois, avec des prestations qui sont moins bien. On ressort quand même d'une prestation à Lille où il sort au bout de 20 minutes parce qu'il se fait complètement souiller par Adamounas, qui est un joueur hautement irrégulier. Il fait rien à voir, mais il fait un début de saison, lui. Il est excellent. On espère qu'il y aura de la continuité. C'est en mars qu'il fallait avoir de la continuité, merde. Bon, on change de sujet. Non, mais oui, donc en gros, pour résumer, très mauvais à Lille, fautif au Sporting. Il met un but contre son camp aussi récemment là, et tout ça c'était il y a un mois et demi, même pas, tu vois, donc le dernier mois non. Le truc c'est que
on overhype tellement quand il est là parce que tout le monde aimerait bien voir ce profil que les gens aiment, ce défenseur un peu élancé, qu'on estime technique, propre à la relance mobile, performer à l'OM, que je trouve qu'il y a quand même un prisme qui est assez un effet grossissant sur sa bonne prestation, alors que pour moi c'est le minimum syndical après avoir coûté autant de buts à l'Olympique de Marseille. On parle pas de 4 buts. Il y a un effet grossissant sur ses erreurs et ses mauvaises prestations aussi. Mais parce qu'à chaque fois qu'il fait, une pas erreur, vrai. elle coûte quelque chose. Si, c'est pas vrai. Là, je suis pas d'accord, Mathieu. Tu sais pourquoi, Mathieu? Parce qu'il a déjà coûté plus de 10 buts à l'Olympique de Marseille. Le temps d'indulgence, il est passé. Parce que, ouais, c'est vrai que Balerdi, quand il fait des erreurs, elles sont rarement rattrapées par quelqu'un. C'est toujours des erreurs où soit il y a penalty, soit il y a but derrière. Regarde, parce que moi, j'ai pas vu le match. Donc, je vais pas parler de sa prestation entière, mais le but contre son camp contre Ajaccio, pourquoi il se jette comme ça? Ça fait 3 ans qu'il est là. C'est bête, c'est sa 3e saison. Après, je crois que s'il se jette pas, il y a un mec derrière lui qui va la pousser au fond. Oui, mais il y a 1 milliard de façons de se jeter. Franchement, le but contre son camp d'Ajaccio. Non, mais tu vois, c'est juste. Il y a quand même une grosse part de malchance aussi. Bien sûr, mais c'est toujours une part de malchance. Voilà, c'est ça, il a raison, Merwan. Ça tombe toujours sur lui. Souviens-toi, Saint-Etienne. C'est beaucoup de gestes non maîtrisés, en fait. Je reproche aussi ces innombrables erreurs qui nous ont coûté beaucoup. Je peux te les citer. Attention. Braga. Il peut te les citer, il a un carnet. Il a une note dans son téléphone. Non mais Braga, Montpellier, Saint-Etienne, Porto, il y en a plein des matchs où il fait des erreurs, tu vois. Et le problème c'est que ça fait 2 ans et demi qu'il est là. Donc moi j'aimerais bien qu'il soit bon, mais le problème c'est que le temps de l'indulgence il est passé. Oui, les prestations. On revient toujours aux mêmes choses, c'est que la progression qu'on attend de lui n'arrive jamais. Je vais dire quelque chose qui va faire extrêmement plaisir à Azir. Qui est frustrant, exactement. Sachant que c'est 2 joueurs qui ont à peu près le même profil, même si Balerdi est un peu plus costaud. C'est que si on avait accordé à Aaron Kamardine le crédit qu'on accorde à Balerdi en équipe première, mais oh là là, qu'est-ce qu'on serait loin. Mais en plus, c'est un peu le même style de joueur, un peu grand, fin et lancé. Balerdi, il est un peu plus épais. Je suis désolé, les gars, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dégage de là. Mais non, mais c'est un contrat diplomatique, Camardin. Non mais je te parle pas. Mais moi je te parle même pas du fait qu'il ait son contrat pro ou pas. Je m'en fous. Je trouve que c'est un joueur qui on parle terrain. Que le club lui a accordé de gaieté de cœur ou pas, ça je m'en fous. Je connais aussi bien l'histoire que toi. Bah voilà. C'est juste que pour moi, à mes yeux, il le mérite. C'est tout. Que le club lui a accordé de bonne foi ou pas, je m'en fous. Il le mérite. C'est un super défenseur, Camara. Et moi je suis content pour lui. C'est le meilleur défenseur du centre depuis Bouba. Et pour moi, au même âge, il était meilleur que Yakin. J'espère que le club ne gâchera pas Yakin. Spoiler, c'est faux. Et ils vont le gâcher. Mais voilà, c'est un joueur qu'on a. Il a quand même du mal à s'imposer là où il joue, quand même, Camardin. Là, il a même plus à s'imposer. Il est en réserve, il joue pas. Donc, voilà, tu vois. Bon. Non, mais il joue pas parce qu'il y a meilleur que lui. Il joue pas parce que le centre de formation de l'OM, c'est House of Cards. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est justement ce que je suis en train de te dire. C'est que si en équipe première, on avait accordé le crédit à Kamardine qu'on a accordé à Balerdi depuis 3 ans, mais la Terre tournera à l'envers déjà. Ça y est, on n'y aurait plus de fin dans le monde, tout ça, c'est fini. non mais Idriss, le truc c'est que tu vois, on compare Balerdi à Kamardine. Mais moi je suis d'accord avec toi. Marseille, oui, c'est un problème. Attends, moi je suis d'accord avec toi. Moi j'arrête pas de dire que Balerdi est peut-être le joueur qui m'a fait le plus changer d'avis depuis que je suis le football. C'est parce que tu m'écoutes pas assez. Non, c'est qu'une semaine sur 2, je me dis, j'ai envie d'y croire. Et l'autre, je fais, non, mais en vrai, c'est pas possible. Y a rien, tu peux rien creuser avec un mec comme ça. Et après, la semaine d'après, il va me donner d'autres arguments pour alimenter l'autre côté. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est insuffisant. Et c'est pas pour rien que tu as des clubs comme Bologne qui viennent, quoi. C'est pas au-dessus. C'est des clubs qui jouent le maintien. Là, en l'occurrence, c'est pas Bologne qui suis venu, c'est Longoria qui allait les chercher. Mais d'accord, il a attrapé l'entraîneur de Bologne en disant prends Balerdi. Il va pas chercher Dortmund, il va pas chercher. Enfin, au bout d'un moment, il s'est fait sauter par Zagadou, quoi. Zagadou voilà, quoi. Je sais pas, qui a la même situation professionnelle que mon frère actuellement. Je conclue en une phrase. Hein. Je suis très content qu'il ait fait cette performance et j'espère qu'il arrivera à inverser la tendance, mais pour moi, il ne me fera pas changer d'avis pour l'instant, en tout cas. Les gars, on a beaucoup parlé de Balerdi. J'aimerais qu'on évoque un autre joueur de la défense qui, lui, par contre, a mis tout le monde d'accord très rapidement. C'est Chancel Mbemba, les gars. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on n'est pas sur, pour l'instant, la meilleure recrue de ce mercato? Vas-y, on a trop impressionnant. La grande classe. Rien à dire. Franchement, il est au top. Hein. Après, en plus, moi, dès qu'il a signé les suiveurs du FC Porto et du football portugais, il nous avait quand même prévenu que je crois qu'il était dans la liste, dans le 11 type du championnat portugais et qu'il était donc à un très bon niveau. Moi, je vais pas mentir, hein, j'étais très sceptique. Et Mathieu en est témoin, quand on en parlait entre nous, je disais, je sais pas, Mbemba.
Pourquoi il vient chez nous s'il est si fort? Est-ce qu'il a pas mieux à proposer et tout? J'ai ravalé tout ça dès le premier match. Après, il a été bien. Enfin, quand même, j'ai été assez rassuré par les spécialistes, les suiveurs du football portugais, qui l'ont quand même vendu comme une valeur sûre. Après, on ne sait jamais dans le foot, encore plus à l'Olympique de Marseille, où des mecs qui étaient vendus comme des bons joueurs qui deviennent fous quand ils viennent à Marseille. Mais lui, il est excellent. Il y a tout, même dans sa communication. En fait, il donne envie de le suivre, d'être derrière lui. C'est un monstre. C'est ça le plus impressionnant. On voit trop rarement, nous, depuis notre génération, on a connu plus de galères qu'autre chose avec l'Olympique de Marseille. On voit trop rarement des joueurs, des vrais bons joueurs de foot, en fait, des vrais tops. Tu vois, des mecs qui sont réguliers, qui dans l'état d'esprit ils sont irréprochables. Ils vont toujours faire les choix justes, sont intelligents, ils respectent le foot. En fait. Il a un profil assez rare en plus, je trouve, aujourd'hui. C'est que c'est un défenseur qui est quand même hyper complet, avec énormément de projections, mais aussi hyper solide défensivement. Et il est très fort dans la projection, et il est très fort défensivement. Et je me demande, moi, si en janvier, il va pas y avoir quelques petites sirènes de première ligue qui vont se dire pas mal celui-là, Diego Carlos blessé, ok, West Ham 40 millions d'euros. Tu vois ce que je veux dire? Il joue Dujicic et Tatsar à Southampton, ça vient de me popper ça. Non, je crois pas. Il a fait un match ou deux, je crois. Oh là là. Kustox qui nous dit l'enchaînement contre le Sporting, nos attaquants en vrai. Deux matchs, Tatsar. Mitroglou, il l'a jamais fait à l'OM, ça. Chancel Mbemba, il fait partie de ces joueurs. Il a une bonne lecture du jeu. J'ai l'impression qu'il demande tous les ballons. À chaque fois, il est dans la bonne zone. Tout le temps, il va faire le choix juste. Non, c'est trop. Il a fait un meilleur match au milieu de terrain que Jordan Verretou contre le PSG. C'est clair. Dujicic et Tatsar n'a fait que 3 apparitions avec Southampton. Mais 2 fois 90 minutes. Et sinon, il a été blessé dès son arrivée, toute la mois de septembre. Incroyable. Mais c'est vrai que quand tu le vois faire son enchaînement contre le Sporting, ses montées rageuses, même son match face à Mbappé là, contre Paris, et que tu penses derrière à Tchalé Tatsar à sa place, Mais le pire, c'est qu'il est de mieux en mieux dans ses montées. Tu as envie de convulser. Il est de plus en plus à l'aise offensivement. Ouais. C'est un truc de ouf. Je pense qu'il bénéficie aussi du fait que Klose n'ose plus trop de monter à cause de sa cuisse, en tout cas sur les derniers matchs. Et du coup, il se dit, Klose reste derrière. Et lui, il va. C'est clair. Non, j'aime beaucoup. Mais c'était ce qu'on voyait faire Saliba au début, rappelle-toi, Mathieu. Et après, et justement, le match pivot de l'aventure Sampaoli à l'OM, c'est ce match contre Lens, où Sampaoli a dit à Saliba, tu ne passes plus la ligne médiane. Est-ce que c'est clair? Les gars, il y a un autre nom que j'aimerais qu'on évoque. Après, on passera sur le collectif. Mais là aussi, un nom qu'on n'a pas trop évoqué dans cette émission. Et pourtant, je trouve qu'il fait un début de saison quasi parfait. C'est notre gardien, les gars, Pau Lopez. Pau Lopez qui devient une valeur sûre, qui devient irréprochable. Là, il a sorti encore un super match le dimanche. Un super match, c'est franchement... C'est presque inattendu d'un côté, parce que rappelez-vous, quand il arrive l'an dernier, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Finalement, il finit par convaincre tout le monde. Mais tu avais encore quelques interrogations, parce qu'on disait, ouais, mais il n'a pas sorti le gros match, il ne nous a pas sorti les parades qu'il fallait à certains moments, etc. Là, ce début de saison, il est irréprochable. Irréprochable. Il y a deux Pau Lopez, je trouve. Le Pau Lopez quand on gagne et le Pau Lopez quand on perd. Quand il y a nul, je trouve que quand on tient un score ou quand on perd, Pau Lopez est excellent. Mais parfois, il y a des manquements qui sont assez incroyables. Pour moi, il fait une saison exceptionnelle, il n'y a pas de souci, je suis très content. Mais contre Tottenham, il se prend des buts qui sont quand même assez évitables. Oui, c'est vrai. Et je le trouve quand même... déjà, Balopi, il n'y a aucun rapport avec Blanco. Blanco, voilà, bon, on ne va pas forcément en parler. C'est pas dégueulasse, mais c'est franchement médiocre. Et le truc, c'est que Pau Lopez... Pourquoi t'as Ruben Blanco alors que t'as Simon dans ton centre? Je sais pas, écoute. Mais d'ailleurs, pourquoi il n'est pas parti en prêt, Simon? Oula, t'as 3 heures? Voilà. Voilà. Bon, et ouais, du coup, pour Lopez, énorme match contre le PSG, mais c'est vrai que des fois, en fait, il va réussir des trucs extrêmement durs, et des fois, il va louper des trucs extrêmement faciles, et du coup, c'est un peu frustrant sur certains matchs, parce qu'il te fait gagner des matchs, mais sur d'autres, limite, il te les fait perdre, tu vois ce que je veux dire? Ou il aurait pu te les faire gagner, mais il le fait pas. C'est des choses assez simples, mais très très content, et d'autre part, je suis aussi heureux pour lui qu'on ait sorti un petit peu de l'opposition avec Mandanda, parce qu'il en souffrait quand même pas mal. Et ça l'a libéré, j'ai l'impression. Il dégage plus d'assurance, plus de confiance. C'est clair, il est arrivé dans un contexte pas simple, on va dire, avec comme l'a dit Marouane, avec cette confrontation avec Mandanda et tout ce qu'il représente à l'Olympique de Marseille pour une grande partie des supporters avec Idriss en chef.
Mais ouais, malgré ça, il a réussi à véritablement s'imposer. Il dégage, comme vous l'avez dit, il dégage beaucoup plus de sérénité. Là. Il parle plus, on dirait. C'est devenu un véritable joueur de l'Olympique de Marseille en part entière, vrai titulaire. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Il le montre face au PSG. Il faut rappeler que l'année dernière, il a perdu sa place. C'est Mandanda qui fait tous les matchs en fin de Ouais. saison, qui fait c'est vrai. son dernier match, je crois que c'était le match de Lyon. Et sinon, les 4 derniers avec la double confrontation contre le Feyenoord, Rennes et Strasbourg, c'est Steph qui joue. Hein. C'est vrai. D'ailleurs, de manière assez inexplicable. Si, il avait perdu sa place. Non, il fait un mauvais match à Saint-Etienne, mais rien de désastreux, tu vois. Contre Paris aussi. Et le truc, c'est que t'as Mandanda qui est jusqu'à chaque fois qu'il joue, il est meilleur. Il subit des frappes contre le PAOK et contre Karabakh. Et je me souviens d'un match à domicile, je sais plus contre laquelle des deux équipes, où Mandanda est très bon. Et du coup, tu réessayes Mandanda sur un match de Ligue 1. Et là, c'est le souci de la concurrence, c'est que Mandanda récupère sa place. Oui, mais ça intervient uniquement dans ce contexte. Normalement, un gardien qui est vraiment sa l'entente numéro 1, il reste. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est pas le genre de truc qui me dérange. Parce que justement, Mandanda, l'année dernière, on essaye Paul Lopez pour l'essayer. Et Paul Lopez lui prend sa place, tu vois. Donc ça a marché dans les deux sens. C'est juste que mentalement, il aurait pu se dire oh là là, j'ai fait une saison de merde à la Roma parce que la pression. L'année dernière, visiblement, ça a été un peu dur parce qu'il y avait Mandanda et en plus, j'ai perdu ma place à la fin de saison. Là, en plus, j'ai même envie de te dire que non seulement je le trouve excellent, pour moi, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 depuis le début du championnat. Et après, je suis assez mal placé pour parler parce que je regarde pas de Ligue 1, mis à part l'OM. Ah oui. Mais bon, j'imagine mal un gardien faire mieux que ça, et en tout cas de ce que je lis. Mais surtout, c'est que je vois un rôle de patron. Là, l'année dernière, il était très taiseux, où il servait juste son rôle de gardien, quoi. Là, rappelez-vous, au parc, les remontrances qu'il fait c'était marquant. déjà avéré tout. On a déjà avéré tout parce qu'il était en gros plan et qu'on avait tous envie de le bomber à ce moment-là. C'est la réaction de Verretou sur la séquence. Il répond, mais juste pour pas passer pour une serpillière alors qu'il est tout rouge et tout ça qui fait caca culotte. Non, mais sinon, des fois, après, vous savez que moi je suis chiant sur les gardiens. En plus, il y a Grégory qui est là sur le chat et il peut le confirmer. Je suis très attentif à tous leurs faits et gestes. Et en plus, Mathieu, toi qui joues avec moi, tu sais très bien que je ferme jamais ma bouche sur un terrain. Donc je suis très attentif à comment un gardien communique avec ses joueurs. Et pour Lopez, cette année, tu le vois beaucoup plus nerveux, plus patron en fait, plus affirmé. C'est ça. Et ça fait plaisir à voir. Ah oui, c'est ça fait plaisir, exactement. Gros Nono qui est là d'ailleurs. Salut Gros Nono, toujours fidèle au poste. Il nous dit la plus-value par rapport à Mandanda des dernières années est énorme. Désolé Mandanda d'amour. Énorme quand même pas. Non, faut pas déconner non plus. C'est pas énorme, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus. On parle de Mandanda. Et Grégory qui est d'accord avec toi. Il dit je suis d'accord. Je te rejoins sur sur l'assurance et j'allais dire la nervosité. C'est pas la nervosité, mais. Mais c'est bien d'être nerveux sur un terrain. Non, mais c'est pas. Pour moi, la nervosité c'est négatif. Là, c'est plus de. Ah oui. Je sais pas comment le dire, mais oui. De la bonne nervosité. C'est charisme, voilà, on s'est compris. Du charisme, c'est très bien, du charisme. Il est plus charismatique, il dégage quelque chose en plus. Heureusement qu'on fait une émission. C'est vraiment une tête de zadiste quand même. D'ailleurs, belle calvitie pour le coup. Putain, Problemos. Il a une tête à tourner dans le Problemos, celui-là. Les gars, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le calendrier qui vient, là, parce qu'il y a des gros matchs là, jusqu'à la trêve. Là, je vous les cite comme ça. Bon, on reçoit Lens samedi, ensuite déplacement à Francfort, déplacement à Strasbourg, réception de Tottenham de Lyon et déplacement à Monaco. Donc il y a que des gros matchs là qui arrivent, à part peut-être celui à Strasbourg qui sera un peu moins. Il est très bien placé ce match-là. Voilà, oui, entre Francfort et Tottenham, c'est parfait. Il est très bien placé lui. Mais les gars, j'ai envie de vous demander simplement, déjà là, sur les matchs là, où est-ce que vous voyez l'OM peut-être laisser des plumes? Parce que bon, on va pas s'enflammer, je pense pas qu'on gagnera les 6 matchs, hein, mais ouais, là, dès samedi là, toi Merwan. Non, moi, en fait, j'ai du mal à jauger cet OM parce que ça dépend en fait de la compo de Tudor. Moi, je pense que tu peux laisser des points absolument chaque match, mais tu peux aussi tous les gagner ou du moins, tu vois, faire un petit match nul par-ci par-là. Donc, sincèrement, pour moi, en tout cas, l'OM, c'est assez irrégulier dans les performances. Et j'attends vraiment de voir parce que pour moi, ce sera vraiment le vrai révélateur du niveau de l'OM cette saison, tant sur la quantité que la qualité de l'effectif. Et dès ce week-end, tu vois. Donc l'enchaînement Lens-Francfort, à mon avis, va conditionner aussi la manière dont on va aborder le reste. Heureusement que tu as Strasbourg qui va servir un petit peu de tampon entre-temps, parce que Strasbourg, c'est vraiment la rue. En espérant qu'il ne se réveille pas d'ici là. C'est vrai, parce que souvent, ça joue pas mal et c'est pas forcément payé, tu vois. Ouais.
Ouais, mais dans le lot, c'est quand même le match le plus abordable de tous. Hein, non, c'est Lyon. non, mais Lyon, c'est Strasbourg. Lyon, moi, j'ai acté. Lyon, j'ai acté. Ils vont prendre 6 points cette année. Lyon, pour moi, c'est défaite. Hein. Je l'ai acté. Voilà, chaque année, c'est pareil, de toute façon. Je l'ai acté. Tu sais que c'est un truc de fou parce que je les vois jouer. Pour moi, c'est l'équipe parfaite pour qu'on les torde. C'est pour ça qu'on va perdre. Mais c'est ça le truc. Je te rappelle que l'an dernier, Barcola, il fait la danse au Vélodrome et qu'il joue même pas cette année. C'est-à-dire qu'ils se permettent, non seulement nous on les fait pas jouer nos jeunes, mais ils se permettent de les faire jouer, qu'ils soient bons et de pas le faire les jouer derrière. C'est une traumatisation. Awar Kaladjaré qui vient t'humilier. Il y a trop de moments. Ça, un jour on fera une émission comme ça, Mathieu. S'il y a un 3e confinement, on fera les performances inexplicables. C'est un bon concept ça. Awar qui se. Tu sais, voilà, la première émission de 2023, les amis. Les performances inexpliquées. Marouane, j'avais posé des questions comme ça sur Twitter, non? Oui, j'avais posé la question, quelle est la performance la plus incroyable qui a été fournie par un joueur absolument lambda? Bon, déjà, il y a Doria contre Lyon. Déjà, premièrement. Putain, avec la célébration, il s'enflamme, c'est quand même incroyable. Il y a Pito contre Schalke. Oui. Scipion, il a ressorti la compile il y a pas longtemps, j'étais mort. Harit qui a annoncé forfait toute la semaine pour des blessures à la cuisse, puis le matin du match, on apprend qu'il est dans le groupe pour faire le nombre, puis au final, 2 heures avant le match, il a la chiasse, donc il va pas jouer, puis quand la compo sort, il est titulaire, et le mec, il a aspiré l'âme d'Edgar Davids, non, c'est pas possible. Jordan Ayou avec Lorient contre nous aussi, quand il m'a doublé au gars. Oh, oui. Ouais, bien aidé par Jérémy Morel, c'est pas pareil ça. Ah bah ça, oui, bien sûr. Mais ouais, non, t'en as un paquet, il y a de quoi faire avec l'OM. C'est clair. Nicolas Depréville, dès qu'il joue. Oh là, insupportable ce type. Nicolas Depréville. Aussi. Vous savez ce que j'aime, moi, dans nos auditeurs, c'est que c'est très pointu. Et là, il y a Yanis qui nous dit pas souvent de défaites contre Lyon quand le match aller est au Vélodrome, ceci dit. Alors, ça, c'est une stat de Geoffroy Carretier, ça, normalement. Ça, franchement, Yanis, bravo. Pas de défaite de l'OM entre la 39e et la 43e. Lorsque la touche est faite de la main gauche. Je pense à toi, Axel. Les gars, quand est-ce que le match a été au Vélodrome? Au match aller, c'est 2012-2013 avec le Non, c'est l'année dernière, il y a 2 ans, la Côte Maritime, ils sont doublés, non? Ouais, mais il n'y a pas eu de retour. Non, il n'y a pas eu de retour. C'est vrai. Les gars, il nous reste quelques minutes et ça nous a été demandé dans le chat. J'aimerais que ça tarde un petit peu sur ce qui se passe en coulisses aussi, avec de nombreux départs au sein de la direction. On parle de départ de Jacques Cardos, d'Elodie Malatré, David Friot, Alexandre Mial aussi, je crois que c'est le directeur juridique, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez quelques infos, les gars? Parce que c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses. Voilà, on a quand même des échos sur une ambiance assez tendue. Pour ne pas dire, c'est le moins qu'on puisse dire. On travaille un peu dans le football, oui. Non, mais j'allais dire, c'est inquiétant. En tout cas, c'est quand même curieux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, les mecs? On en parlait un petit peu avant le début d'émission. Du coup, je vais redire ce que je vous ai dit. De sources extrêmement sûres, des sources premières. Ce qui est sorti dans l'équipe est vrai. L'exécutif de l'Olympique de Marseille, donc Franck McCourt, Longoria, Pedro Iriondo, souhaite externaliser la communication de l'Olympique de Marseille en se séparant notamment d'une bonne partie du pôle presse, pôle communication. Il voit d'un très mauvais œil le clan Malatré qui a déçu à plusieurs reprises, notamment cet été en conservant des relations avec Sampaoli, en faisant plus que conserver des relations. Encore très récemment, il y a eu une invitation à Majorque de 2 responsables de l'administratif, comme c'est sorti dans l'équipe. Et finalement, Cardoz payerait aussi cela en étant assimilé à ce clan-là. D'accord. Et on voit bien il a été ramené par ce clan-là. Et on voit bien que dans les motifs qui sont invoqués, à savoir le fait qu'il s'énerve contre le Sporting avant le match, mais aussi qu'il aurait entonné un chant anti-PSG dans les bureaux de l'OM. Ça devrait être obligatoire, je te le dis. Non, mais ce qui est complètement un prétexte, parce qu'il y a des responsables de l'Olympique de Marseille qui supportent le PSG, qui ont liké des vidéos du PSG avec le compte de l'Olympique de Marseille, qui sont fait gauler et qu'il n'y a rien eu. Donc c'est complètement des prétextes, sachez-le. Et sachez aussi que l'OM perd systématiquement ses procès au prud'homme quand ils sont attaqués, et ils le savent très bien. Il y en a aussi eu des pressions. Il y a eu récemment des employés, j'ai au moins 2 cas en tête, qui sont partis, dont un notamment qui a tenu le club en chantage parce que le club n'a pas été très irréprochable du côté de la formation. Finalement, au prud'homme, systématiquement, ils perdent. Il y a des avocats qui le savent. Et derrière, tout ça pour vous dire quoi? Que l'Olympique de Marseille
utilise des méthodes extrêmement limites sur le plan des RH pour se séparer des collaborateurs en invoquant des faux prétextes, tout simplement parce qu'en fait c'est des questions d'hommes, tout simplement. Là on voit bien que c'est des rapports interpersonnels, le clan Longoria contre le clan Malatré, etc., etc. Et finalement derrière c'est quelque chose qui est en train d'être lessivé par Pablo Longoria qui est redoutable dans l'exercice. Donc on parle de Mial, on parle de Malatré, on parle de pas mal de gens à la presse visiblement, et de ce qu'on me dit, c'est des gens à la mairie qui permettent à ces gens-là encore de se maintenir, parce qu'il y a des guerres claniques. En fait, historiquement, pour être très bref et très concis, parce que j'ai pas envie de vous embêter avec ça non plus, c'est qu'il y a une rivalité interne au sein du club entre différents pôles, notamment le pôle presse et le pôle communication digitale, où finalement les deux peuvent pas forcément se voir, parce que le pôle presse dit que le pôle communication digitale, sur le plan de la communication, c'est pas forcément les meilleurs, et c'est pas forcément là où il faut communiquer. Et de l'autre côté, tu as le pôle communication digitale qui reproche au pôle presse, par exemple sur les annonces de transfert ou sur d'autres infos, de faire de la rétention d'informations. Et c'est ce qui semble sortir aussi dans l'équipe, où finalement Malatré profiterait de ses réseaux pour faire passer ses messages à elle quand elle le veut. Et derrière, ça crée des tensions au sein du club. Et il y en a, je l'ai vu, on me l'a dit, il y a des multiples témoignages. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Longoria du coup essaye un petit peu de laver là où est-ce qu'il peut. C'est un vaste sujet, ça mériterait presque une spéciale, tellement il y a de choses à dire sur... Ouais, il y a un avocat solide pour une fois qu'elle sera publiée. Quoi. Oui. Donc du coup, l'émission ne se fera jamais, hein. Là, vous l'aurez compris. Après, juste pour dire aux gens, c'est que c'est malheureusement ou heureusement, on s'en fout de toute façon, on n'y est pas. Mais ça se passe comme ça dans toutes les entreprises du monde. C'est qu'il y a des intérêts, il y a des carrières en jeu, il y a un avenir. Il y a des gens qui se disent, attends, si j'arrive à faire sauter lui, je vais peut-être pouvoir faire entrer lui et du coup, moi, prendre la place avec le salaire qui va avec. C'est le tout de la société dans laquelle on vit, les amis. Mais voilà. Donc, l'Olympique de Marseille n'y échappe pas. Mais tu sais, moi, il y a un salarié du club qui m'a dit à l'OM, quand tu signes un CDI, c'est juste un CDD de plus de 2 ans. Ouais. Parce que tu tiens jamais plus longtemps, en fait. C'est pas possible. À part... Non, je vais pas dire de nom. mais il y en a d'autres, mais voilà, je sais très bien de quoi tu allais parler. Oui, mais après, je rigole. Avec Azir, on les appelle l'institution, ces gens-là. Thierry Rodriguez, il est à l'OM depuis quand? Oui, mais c'est pas pareil, c'est des éducateurs. Oui, à la limite, c'est déjà bien, hein, mais lui, tu vois, c'est parce que lui, il a pas... Ça pourrait paraître méchant ce que je veux dire, mais il a pas d'ambition. Ça l'est pas, hein. C'est pas méchant. C'est qu'il n'a pas l'ambition de devenir entraîneur de la une ou devenir directeur du centre de formation ou devenir agent, tu vois. Lui, il fait son taf. Il est là, il fait son truc. Tu vois ce que je veux te dire? Et il dérange personne. C'est justement dès que on commence à trop parler de quelqu'un, on commence à se dire, ah mais pourquoi lui on l'imaginerait pas là? Tu vois un peu de qui je parle, Azir? Que du coup, cette personne-là, on va se dire, il faut qu'on lui coupe la tête et les jambes. C'est comme ça que ça se passe. Pour pas dévoiler, parce qu'effectivement, derrière, tu peux prendre des poursuites, mais il y a déjà des entraîneurs qui ont pris en tête d'autres pour dire, voilà, c'est moi qui vais diriger l'équipe cette année, même si tu es l'entraîneur principal, tu te la fermes, tu vois. Oh là là, je vois tellement de qui tu parles. Voilà, et pourtant c'est quelqu'un qui est très aimé par les supporters et qui est souvent mis en avant, on me dit, de par ses propres sources dans les médias. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est que, et pour parler, sans forcément parler de ces petits gossips qui intéressent peu, c'est que finalement, si derrière Pablo Longoria place un peu ses têtes de partout avec ces méthodes-là, est-ce que c'est pas un petit peu une politique de la terre brûlée, dans le sens où quand lui partira, tout le monde partira, qu'est-ce qu'on fait derrière? Qu'est-ce qu'on fait finalement? On va devoir tout à reconstruire, et on sait toujours ce qu'on perd, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Donc le successeur de Longoria, je ne sais pas qui ce sera, et je ne sais pas s'il passera des gens compétents. Alors que si derrière tu t'appuies sur des historiques ou des gens qui sont compétents, et finalement tu ne fais pas forcément venir uniquement tes réseaux à toi, derrière tu as une garantie que tu laisses une ossature au club. Là, si tu es l'ossature et que tu te barres, le club n'a plus d'ossature, mécaniquement, c'est QFD, hein, et tu peux te retrouver le bec dans l'eau très vite. Donc il faut voir comment ça se passe. Et moi, c'est un modeste message, il faut faire attention aux supporters qui acceptent que parce que sportivement on va mieux, que finalement ces agissements-là, on va tourner la tête à gauche, alors qu'à droite ça se passe des choses un petit peu moyennes, et que derrière, à moyen terme, le club se retrouve un petit peu dans la mouise. Oui, donc faisons attention. Mais ça a été le tout de toutes les bonnes saisons de l'OM, c'est qu'à chaque fois qu'on disait, mais regardez ce qui se passe derrière. Ah mais c'est bon, ça fout, si on gagne, c'est que ça va. Et non, le problème c'est que justement, si tu gagnes, c'est parce que ça allait bien il n'y a pas longtemps. Et là, le truc c'est que si moi je te dis de faire attention à ce qui se passe là-bas, c'est parce que tu vas plus gagner longtemps si ça continue. C'est ça le truc. De toute façon, tu sais que ça, Idriss, on le dit ça, mais on paraît intelligent en le disant là, mais c'est l'histoire du football, tu vois. Tout. Genre, dès qu'il y a un cycle, les gens s'endorment, et derrière, c'est comme
ce dicton là qu'on trouve souvent sur Facebook et les pages motivation, les époques faibles créent des gens faibles, les époques fortes créent des gens forts, et puis et créent des gens faibles, etc., dans le sens où quand tu gagnes, tu t'endors sur tes lauriers, derrière tu as une période de disette, pendant la période de disette les gens se renforcent et tu entames un nouveau cycle vertueux. Là c'est pareil. Le meilleur exemple qui va parler à tous les supporters de l'OM, c'est il y a 10 ans, il y a 12 ans maintenant, quand tu gagnes le titre. L'été d'après, tu recrutes Loïc Rémy, André-Pierre Gignac et tout. On se dit, les gars, c'est pas une bonne idée. Ouais, mais regardez, on a fini deuxième. Ouais, mais c'est pas une bonne idée. Et du coup, t'as passé 4, 5, 6 ans derrière à rattraper cet été 2010. Et dès que tu l'as rattrapé, c'est quand le club a été vendu. Et derrière, t'as refait l'été 2018. Parce que l'été 2017, tu ramènes Rami, Luis Gustavo, tu fais finale l'Europa League derrière. On dit, bon, il y a des gros salaires, mais il va pas falloir faire le con sur l'année 2. Et derrière, t'as l'année 2. Clairement. Donc, tu vois, c'est toujours, malheureusement, après nous, c'est un peu notre métier et notre fonction, mais de toujours regarder ce qui se passe autour, parce que ce qui se passe autour aura obligatoirement un jour ou l'autre des répercussions sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est clair. En 2 ans, l'effectif, il a changé. Ça se trouve, dans 2 ans, il aura changé, mais pas surtout avec un forcément mec dans le comme bon sens. Longoria. Exactement. Et voilà, il y a des témoignages aussi qui viennent, c'est qu'il y a des méthodes qui sont vraiment dégueulasses auprès des joueurs, auprès de certaines personnes. Non, donc, demande à Lirola. Voilà. Voilà, c'est toi qui me l'avais, tu me l'avais dit. Bref. Voilà, bref. Et du coup, finalement, derrière, les supporters de l'Olympique de Marseille, historiquement, ont souvent joué ce rôle de garde-fou, faire attention à ne pas se faire endormir non plus, parce que le club, il a existé avant Longoria, il existera après, et attention à ce qui va rester derrière. Et ce sera le mot de la fin. Merci les gars pour cet éclaircissement qui laisse présager rien de bon. Espérons quand même que ça se stabilise et que ça s'arrange. Merci les gars pour cette émission. C'était. T'as dit j'espère que ça s'arrange. On parle de l'OM. Oui. Écoute, j'ai le droit de lancer une bouteille à la mer. Hein, écoute, écoute, tu as le droit de rêver. Tu sais, il y a toujours des gens qui mettent des pièces dans des fontaines en espérant que ça marche. C'est ça. Écoute, espérer que l'OM aille bien, c'est un peu jeter une pièce dans une fontaine. C'est vrai. Ouais, c'est tellement beau. Je vais faire un quote avec cette photo. Merci les gars, merci Azir surtout. Merci à vous. Nous, c'était un plaisir. Azir, j'avais une question avant qu'on se quitte. Ouais. Je voulais savoir ce que tu pensais de Samuel Gigot, notamment de son bandana, de son espèce de bandage là autour de l'œil. C'était une petite boutade, mais globalement ça va. Il fait un bon. Ça va, il fait des sérieux. Lâche-toi. Non, c'est vrai. Est-ce que tu trouves qu'il a pas la grinta, en vrai, sérieusement, je trouve que ça va. J'étais sceptique, on va dire. J'étais sceptique. Je m'interrogeais parce que je le connaissais pas. Mais ça va, il n'est pas dégueulasse, quoi. Ah, tu peux le dire, il a la grinta, quoi. Il a la grinta. Non, mais le coup du PSG, ça m'a tué, vraiment. C'était tellement caricatural. C'était vraiment incroyable. En plus, le mec du Sud. Ouais, regardez, je suis un guerrier, moi. Je vois trop le délire. Il a dû parler avec ses collègues. Vous allez voir. Tu vas voir Neymar. Tu vas voir Neymar et tout. Ça me foutait du match. Il était en train de perdre, il se faisait balader. Il a dit je vais rentrer, je fais hala. Il est rentré, il a fait un truc, il a pris son rouge. Merci, au revoir. Allez, on remercie tous ceux qui étaient là, Yanis, Grégory, du coup, Dutch of Marseille, qui on a encore. Petit coucou à Guillaume Daquet aussi, petit coucou à lui, s'il écoute. Un coucou à Tonio Massilia qui était là, Thibaut, Wakadunga évidemment. Et Gros Nono. Et Gros Nono évidemment, Gros Nono qui était là, il a mis qu'un message, mais il était là. Il se permet d'insulter sur Twitter, Gros Nono, il faut aussi le souligner. Ouais, il parle très mal. J'allais dire un jour on le ramènera dans une émission parce qu'il n'en a pas raté une, mais tu viens de me déchauffer. Non, moi je ne traite pas avec ces gens-là, ça sert à rien, c'est que du football. Bref. On a accueilli quelqu'un qui m'avait bloqué sur Twitter dans l'émission. C'est vrai. Qui ? Damien Doll. Damien Doll. Il est venu dans l'émission, j'étais encore bloqué. Au final, il m'a débloqué. Il a fait l'émission, il a vu qu'il était sympa, du coup il l'a débloqué. Ouais, il fallait crever la psy. On aurait dû faire un feat avec Romain Canuti il y a quelques semaines, ça aurait été drôle. Quand il m'avait bloqué. C'est bon. Et les gars, on reviendra dans très peu de temps. Très peu de temps avec la spéciale Coupe du Monde. D'ailleurs, on va vous en parler sur Twitter de ce qu'on va préparer pour la Coupe du Monde. On vous informera de tout ça. Et puis voilà, si vous êtes en podcast, si vous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages sur Twitter. Ça fait toujours plaisir. On vous lit avec attention et plaisir. Rapidement, Mathieu. Oui, vous avez parlé de la Coupe du Monde. Instant promotion avec des élèves de... Vas-y. Promotionne. Des élèves du collège dans lequel je travaille. On est en train de faire une exposition sur la Coupe du Monde.
Et peut-être que ça va être l'occasion d'en parler dans l'émission. Bah, Petite écoute. aparté, tu vois. Ah, ben, tu viendras nous en parler avec grand plaisir. Avec Du coup, voilà, Azir qui disait, les gars, cette année, je ferai moins d'émissions, tu vas toutes les faire. Toutes. Il sera là la prochaine, du coup. La prochaine sera sûrement Coupe du Monde. Hein, donc, Oui, bah, dans un Parfait. format un peu spécial, on vous en parle très vite sur les réseaux. c'est ça. Eh ben, écoutez, merci à tous d'avoir été là et puis on se retrouve très vite. Salut tout le monde. Bonsoir.